Donc l'idée de l'épisode, c'était d'essayer de répondre un peu au livre de Philippe Biouy qu'on avait fait avant les vacances. Donc, du coup, vu que c'est le retour des vacances, on va essayer de faire un épisode qui fait un peu mal à la tête. Et ouais, j'avais cette idée d'essayer de parler un peu du techno-solutionnisme, parce que dans le livre de Philippe Biouy, en gros, il dit ah ouais, c'est pas bien. Et là, l'idée, c'était de trouver en fait un mec qui le vend un peu bien, quoi, Ouais. pour essayer de, de voir c'est quoi les arguments en faveur. Et tu peux dire vite fait ce que c'est, parce que moi, j'ai pas. Ouais, film. technosolutionnisme, bah, tu vois un peu les discours des gens comme Jean Co qui vont te dire euh, épuisement des ressources, catastrophe écologique, et tu vas avoir des discours un peu opposés qui vont te dire, mais en fait, la technologie, on va inventer des trucs et ça va nous Ouais. sauver, quoi. Mm. Euh, euh, Tu sais, les gens qui citent certains. Tu sais, il y avait Malthus qui disait ah, avant. Malthus, il disait si on continue comme ça, il y aura trop d'humains, on ne pourra pas les nourrir. Et après, on a inventé l'agriculture de masse et tout. Et du coup, les Ok. technosolutionnistes, ils disent bah, vous voyez bien que. Donc, on a trouvé un Voilà, truc. qu'on a trouvé un truc et tout. Et voilà, du coup, l'idée, c'était de faire un livre un peu malin qui faisait la promotion de ça. Et le meilleur livre que j'ai trouvé, ça s'appelle donc Le commencement de l'infini. Et donc, dans ce livre, on va faire un peu l'éloge de la science. On va parler de la portée infinie de la connaissance. Il appelle ça comme ça. On va parler du multivers aussi. Ça va être marrant. On va se demander c'est quoi le meilleur système politique. On va parler du darwinisme. C'est quoi les meilleures cultures. Et on va expliquer aussi pourquoi la civilisation de l'île de Pâques s'est éteinte et pourquoi nous, ça ne nous arrivera pas. Et oui. Et donc, C'est beau. ouais. Je sens que vous êtes chaud, Grave. surtout sur le multivers. Je pense que vous êtes chaud. Georges, t'es chaud sur le multivers? Je suis très chaud sur. Non, mais ça va encore être des mindfuck de l'enfer. Ouais, ça va être des mindfucks de l'enfer. Où Ouais. on Ouais, ça va, on être va bien devoir marrant. aller au taf, on va devoir aller au taf lundi et on va être tout en fatigué. sachant qu'on n'existe pas et qu'il y a 15 versions de nous-mêmes. Ouais, ça va être ça. Ça va être ça. Donc, Le commencement de l'infini, c'est un livre de David Deutsch. Donc, David Deutsch, c'est un physicien, professeur à l'université d'Oxford et pionnier du principe de l'ordinateur quantique. Et c'est un des fervents défenseurs de l'interprétation multivers de la mécanique quantique. Donc, le mec est assez chaud quand même. Et, si on commence un peu directement, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai intitulé ce chapitre moi-même La poule, le chimpanzé et l'humain, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le livre Super Intelligence, David Deutsch, c'était le mec que j'avais invoqué pour nous expliquer, pour aider à comprendre un peu c'est quoi l'intelligence. Et je l'avais invoqué pour qu'il nous explique est-ce qu'on peut tout apprendre à une poule. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Ouais, ça Oui. vous dit quelque chose. Et vous vous souvenez, c'était quoi la réponse? Est-ce qu'on peut tout apprendre à une poule ou pas? Non. Putain, seriously. Euh, donc la question c'était est-ce qu'on peut tout apprendre à une poule? Et je trouve ça rigolo comme question. Et vous vous souviendrez, du coup, on avait dit que, d'après David Deutsch, on avait dit la poule a la même vitesse de calcul que nous, parce qu'elle a un cerveau comme nous, avec des neurones et tout. Voilà, on part du principe qu'elle a la même vitesse. Mais la poule, elle n'a pas beaucoup de mémoire. Donc juste, elle a 3 kilooctets. Ça, tu te souviens, genre? Oui, je me souviens. Voilà. Ensuite, on avait dit, mais ok, est-ce que le singe, il peut tout apprendre, du coup? On avait dit, bah, le singe, il a la même vitesse de calcul que nous, il a la même mémoire, probablement, même il avait commencé à fanfaronner, oui, il y en a qui ont plus de mémoire, machin, ok, on s'en fout. Mais le singe, il n'a pas le bout de code qui permet de générer la connaissance générale. C'est-à-dire qu'il a pas ce bout de code codé dans son cerveau, et c'est ça qui lui manque, en fait, par rapport à l'humain. C'est ce qu'on appelle l'intelligence générale, donc le singe, il a juste pas ce bout de code, quoi. Une espèce de truc de base de connaissances, c'est ça qui est transmis. Non, en fait, c'est pas vraiment ça. En fait, pourquoi aujourd'hui on n'a pas d'intelligence artificielle générale, Ah, au sens ouais. aussi intelligente que l'humain? C'est parce qu'on ne sait pas coder cette espèce de bout de code. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est, je sais pas, intelligence générale, quoi. Mm. En fait, c'est genre. Bon, je tente un truc, je pense qu'il y a des définitions précises, mais ça doit être la capacité à mettre en relation
des connaissances différentes pour former une troisième connaissance plus complexe. Tu vois, genre, enfin, c'est ce que je comprends moi du truc, mais Ouais, bah là tu tentes des trucs, mais lui justement là il va vraiment bien expliquer, on va vraiment bien Ok. comprendre, ouais. Mais en gros, je sais pas, là je pense que à ce stade-là, on peut juste se dire, on sent bien que l'humain il a une espèce d'intelligence générale et que le ouais. chimpanzé pas vraiment. Et donc voilà, il y a un peu ces trois stades Mais je et trouve que ça se voit bien dans la machine pour le coup. Parce que tu ouais, sais, tu as des machines très très perfectionnées pour faire des tâches très précises. ouais, Mais dès que tu la sors de son champ de compétences, c'est beaucoup plus dur, tu vois. Donc, tu as ouais, des machines très fortes dans le traitement d'image, très fortes dans la compréhension du langage, très Mm. fortes dans le mouvement tout droit, aller très rapidement tout droit, tu vois. Mais dès qu'il faut qu'elle tourne, tu vois ce que je... ouais, bah oui. Enfin, du coup, oui, voilà, bon, bref. Mm. Ouais, bah ça, on aura tout le loisir du livre pour explorer un petit peu, mais en gros, bah du coup, ouais, pour conclure sur les ordis, en gros, les ordis, ils sont clairement surhumains en termes de mémoire et en termes de vitesse de calcul. Par contre, ils sont moins intelligents que l'humain, dans le sens où, alors lui, il dit, ils peuvent pas créer de la connaissance. Ouais, on va définir un petit peu ce que ça veut dire, mais en gros, enfin voilà, ils ont pas cette intelligence générale. Voilà. Et donc, voilà, du coup, c'est quoi la connaissance? Comment on définirait la connaissance? Alors, je propose qu'on se branle pas trop là-dessus. Lui, il dit la connaissance, c'est posséder de bonnes explications, tout simplement. Et pourquoi je trouvais ça cool? Parce que bon, ça y passe pas mal de chapitres là-dessus, mais la connaissance, c'est posséder de bonnes explications. Je trouvais ça assez cool parce que dans l'intro, parce que surtout avec les histoires, là, les 2 ans de Covid, tu sais, on a souvent entendu ça c'est la science, il faut croire à la science, ça c'est scientifique, ça c'est pas scientifique. Et c'est vrai que moi je me posais un peu des questions sur en fait qu'est-ce qui fait que quelque chose est de la science, qu'est-ce qui fait que c'est scientifique. Et en fait lui il dit que la science en fait c'est juste la recherche de bonnes explications. Tu vois, c'est pas des expériences, c'est pas des déductions à partir de tes sens, c'est pas des institutions, c'est pas le respect de tel ou tel critère. Il dit tout ça c'est faux, la science c'est juste la recherche de bonnes explications. Je sais pas si déjà ça vous mindfuck un peu ou ça vous mindblow. Bah, moi, enfin, après, j'imagine qu'il élabore plus dans son bouquin, mais tu vois, je trouve ça un peu gênant comme définition parce que je trouve ça flou. Mm. Ouais, Justement, genre une bonne explication, on ne sait pas ce que c'est, chacun peut interpréter une bonne explication comme il veut. Et ouais, du coup, dans une époque où justement il y a une émergence du complotisme, des réalités alternatives, une défiance un peu à l'égard de la science et de la rationalité. Et pour moi, justement, la connaissance, c'est plus une méthodologie que une bonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, plus une Un méthode, en fait. résultat. ouais, mais c'est justement c'est hyper intéressant que tu dis ça. Parce que justement je crois qu'à un moment, parce qu'en fait, il fait la liste de tous les trucs où on croit que la science c'est ça, et il dit bah ça c'est faux. Et il est hyper, je sais pas si c'est le bon mot, péremptoire ou machin. Genre, il prend tout le monde de Ouais. haut, et à chaque fois il dit ouais ça c'est de la merde. Et il les fait un par un. Et notamment, il y en a un, je crois, qui est en gros la science, c'est des expériences, et si tu peux pas faire une expérience, en gros, c'est pas de la science. Et il dit bah ça c'est faux, mais typiquement c'était très utile quand les gens étaient très religieux pour dire bah non, enfin la science, si vous pouvez pas le démontrer, c'est pas de la science. Et donc c'était utile d'avoir ça comme définition, mais il dit que c'est pas ça la bonne définition. Euh, Ouais, je Mais, comprends. ouais. Mais après, c'est. Pardon, vas-y. Non, mais par rapport à ce que tu dis, en fait, il faut. Enfin, finalement, là, il dit la connaissance, c'est la recherche de bonnes explications. Donc, en fait, c'est pas avoir des bonnes explications, si je comprends bien. Parce que non, par rapport à ce que disait Georges, finalement, ça rejoint. C'est que c'est une méthode, en fait. la connaissance, c'est avoir des bonnes Ah, explications. ok. Par contre, il donne plein d'autres vocabulaires, qui est par exemple Ouais. la créativité, ça va être la recherche de bonnes Oui. explications. Mais voilà. Ok. Bon, après, on va pas se branler des heures, mais moi, Bah je suis pas ouais, du tout d'accord. parce que moi, finalement, on pourrait te branler des heures sur ce qu'on. Mais vous allez voir que c'est sur tout le bonnes bouquin en fait. Non, explications. non, mais vous allez voir que Ok. Allez, parce d'accord. que le mec il est chaud. Vous allez voir. Parce que je trouve, enfin, si t'as pas de méthodo, qu'est-ce qui différencie l'opinion de la. Tu vois ce que je veux mais dire? justement, Ouais. je peux t'illustrer un peu le truc. Bon, déjà, juste pour finir sur ce qu'on disait tout à l'heure, typiquement, quand tu raisonnes sur les trous noirs, par exemple, en gros, Ouais. tu peux rien aller mesurer, tu vois. Et on a quand même des connaissances de ouf sur des trucs qui sont méga loin et qui sont intouchables. Et donc, déjà, ça commence à ouvrir un peu ton esprit sur. Bah, ok, j'ai pas fait d'expérience, pourtant je sais ce qui se passe là-bas. Et Ouais, mais oui. ouais, Non, mais pour moi, c'est plus. Enfin, l'expérience fait partie de la méthodo, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, tu vois.
Genre, après, j'y ai pas réfléchi de manière très précise, mais j'imagine que ça a été Ouais. formalisé, tu vois. Genre, pour moi, il y a le côté, effectivement, faire des expériences, il y a le côté, si tu peux, il y a le côté avoir un raisonnement logique que tu déroules, Ouais. le faire vérifier par des pairs. Tu vois, je pense qu'il y a plusieurs manières d'établir un fait scientifique ou un fait reconnu comme étant valide. Ouais. Il y a plusieurs manières d'arriver à des bonnes explications, quoi. Voilà, exactement. Tu vois. Bah oui. Mais c'est ça. Mais tu vois, genre pour moi, ce qui est important, c'est plus qu'on encadre ces manières-là, qu'on dise voilà, il y a ces 3 ou 4 ou il y a ces manières précises d'arriver à quelque chose qu'on considère comme étant scientifique ou rationnel. Et tout le reste, c'est du ressort de l'émotion ou de la religion. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais, tu vois, mais juste genre séparons les deux, quoi. Je te donne un exemple du coup. Tu vois, il dit que tu vas remarquer qu'il y a certaines propriétés intéressantes quand tu as une bonne explication. Plus l'explication est bonne, plus elle sera difficile à modifier. Donc quand tu commences à avoir une théorie un peu aboutie, ça devient compliqué de la modifier. Et ça rejoint le Lindy Effect de Nassim Taleb. ouais, rappelle ce que c'est. C'est le truc qu'il disait, genre, plus quelque chose, genre une entreprise ou une institution ou une science existe depuis longtemps, plus elle a une probabilité de survie élevée. Ouais, parce que justement, elle a survécu. C'est une forme de darwinisme des idées, quoi. Ou de darwinisme des entreprises, etc. Et ça rejoint ça dans le sens où si ça existe plus longtemps, ça va pas trop échanger. Ouais, donc il y a ça, effectivement, ça rejoint le Lindy Effect. Plus l'explication est bonne, plus elle sera difficile à modifier. Tu as une deuxième feature qui est plus elle est bonne, plus elle est facile à réfuter. Dans le sens, voilà, je vais te donner une mauvaise explication, c'est celle qu'il donne dans le livre. Il dit le mythe grec qui explique pourquoi les saisons ça existe. En gros, c'est Déméter, qui est la déesse de l'agriculture, je sais pas quoi. Elle est triste l'hiver et du coup, c'est l'hiver, tu vois. Le truc, c'est que c'est impossible à réfuter en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Y a pas de, juste t'es là, c'est ça et t'es niqué, tu vois. Et tu peux pas la réfuter. Alors que la vraie explication des saisons, où en gros c'est la Terre qui est inclinée par rapport au Soleil, y a plein de moyens de le réfuter. Typiquement, si tu vas en Australie et que tu constates que les saisons sont pas inversées par rapport à en France, du coup. C'est bon, t'as réfuté l'explication, quoi, tu vois. Oui. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est plus l'explication elle est bonne, plus c'est facile à réfuter. Et donc, vous allez voir comment on va extrapoler de ce truc-là. Mais dans un premier temps, je trouve ça sympa. Après tout ce qu'on a pu entendre, je sais pas, moi, ça me simplifie un peu dans ma tête les choses, quoi, de se dire, ok, la science, c'est la recherche de bonnes explications. Et ouais, ça m'aide un peu. Peut-être vous avez besoin de... Ouais. Non, mais je trouve ça cool. C'est vrai que peut-être que ça condense plein de choses en une phrase. Ouais. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est plus de détailler qu'est-ce qu'une bonne explication, quoi. Parce que sinon, chacun y va. Ouais, c'est ça. Donc, tout à l'heure, quand on parlait de la différence entre un chimpanzé et un humain, en fait, comment on peut rattacher ça à ce qu'on vient de dire, en fait, la différence, c'est il dit que l'humain est ce qu'on appelle un explicateur universel, en fait. Voilà. Chimpanzé, c'est pas un explicateur universel. Un ordinateur non plus, parce qu'on ne sait pas le coder aujourd'hui, l'intelligence générale. Et donc l'être humain, c'est le seul explicateur universel qu'on connaisse. Et donc l'humain, il est capable de faire un truc, c'est de conjecturer une explication, de dire « Ah, je pense que l'explication, c'est ça », et du coup, d'arriver à la fin à une bonne explication. Voilà. Et ça, personne d'autre sait le faire. Ouais. Les animaux ne savent pas faire ça, l'ordi ne sait pas faire ça. Donc, et ça s'appelle la créativité, conjecturer une explication. C'est vrai que c'est intéressant le côté expliqué parce que ça comment on dit, ça accroît l'importance, enfin ça met le spotlight sur le process plus que sur l'output. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire, et tu vois, les machines, elles sont souvent très fortes en output, c'est-à-dire l'effet qu'elles produisent, il est efficace, précis, rapide. Genre, j'arrive à te calculer un truc de ouf en 2 secondes, tu vois. Ouais. Par contre, le process, c'est-à-dire t'expliquer comment elle a fonctionné et comment elle a abouti à tel résultat, elles ne savent pas faire, tu vois. Mm-hmm. Et c'est un des trucs qu'on a évoqué avec Jérémy autour de l'IA, tu vois. Le fait que c'est des boîtes noires et qu'en fait, au bout de X milliers ou millions de cycles d'apprentissage, la machine est capable de faire des trucs de fou. Mais on ne sait pas trop comment elle marche, on ne sait pas trop si elle est biaisée, etc. Et tu vois, c'est bien, ça rejoint ça, l'aspect... Elle est incapable d'expliquer la manière dont elle fonctionne et elle aboutit à un résultat, quoi. Et en fait, c'est cool que tu dis ça parce que ça il l'explique aussi. En fait la machine, c'est un chimpanzé
On peut faire cette analogie, c'est un singe avec beaucoup de mémoire et beaucoup de vitesse. Typiquement, lui, il explique que le singe, en fait, comment il apprend à casser une noix. En fait, ça marche pas du tout comme nous, apparemment, son cerveau. Il va juste voir quelqu'un casser genre 50 fois une noix et il va faire une espèce de, je sais pas comment dire, il va faire du machine learning, quoi, entre guillemets, et il va dire j'ai remarqué que quand la noix, elle se barre, elle s'en va en roulant, le gars, il va la chercher et il recommence. J'ai remarqué que quand il se tape sur le doigt avec son caillou, ça sert à rien. J'ai remarqué que nanana. Et donc, en fait, le singe, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il est vachement proche de l'ordi dans le sens où il fait une espèce d'agrégat des 50 fois où il a vu casser quelqu'un une noix, et juste l'ordi, il le fait sur 5 millions de fois, quoi. Sauf qu'aucun des deux, en fait, finalement, n'a cette intelligence générale qui est de, en gros, comprendre, ok, l'humain, il va voir quelqu'un en train de casser une noix, il va comprendre du premier coup qu'il faut pas se taper sur le doigt, tu vois, directement, quoi. Ah ouais. Ouais, quand même. Non, mais l'humain adulte, quoi. Ok. Oui, ouais, Ok. non, mais oui, pas le Ouais, fœtus. parce que votre enfant, il fait pas ça. Non, Notre enfant, il comprend pas tout de suite. Tu vois, genre, Elle est il en train de se essaye poser plusieurs des fois. Et tout. Clem, elle est en train de bader. C'est clair. mais donc c'est cool parce qu'il y a quand même un. Enfin, tu vois, il dit il y a quand même un problème philosophique central non résolu. C'est comment fonctionne la créativité. Donc le fait de. Paf, qu'il y ait une explication qui apparaît comme ça de nulle part. Et quand on aura compris le truc, en fait, l'intelligence artificielle générale, ça sera pas difficile à coder, mais pour l'instant, juste, on sait pas le faire, quoi. Oui, en fait, c'est intéressant l'aspect créativité et l'aspect conjecture, tu vois, le fait d'émettre des hypothèses. Ouais, Euh, c'est ça. Ça sort de parce nulle que, part. parce qu'en fait, je pense que effectivement, ça implique pas mal de choses, tu vois. Ça implique d'être self-aware, tu vois, d'avoir connaissance de soi, ce qui n'est pas le cas de pas mal d'animaux ou de machines. Ça implique d'être capable de se projeter, tu vois, de se projeter dans l'avenir, d'avoir la notion du temps, quoi. Ouais. Et donc tout ça pour faire des hypothèses et après tu les testes, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, les machines, ou après les animaux je connais moins, mais en tout cas les machines, ce qu'elles font, enfin en tout cas dans le machine learning ou dans le truc, c'est qu'effectivement elles essayent, tu vois. Donc en fait, la capacité d'essayer, à essayer des choses, Mhm. c'est très répandu. Mais la capacité à, avant d'essayer, de dire je visualise tel résultat, je fais l'hypothèse que si je fais ça, il va se passer ça, Ouais. ça c'est très spécifique. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est super intéressant, ouais. Et, Parce que tu vois, genre, ouais. c'est un truc hyper old school et c'est complètement obsolète aujourd'hui dans la cybersécurité, tu vois, mais tu as la notion de, pour craquer des passwords, tu as une méthode très artisanale et aujourd'hui qui ne fonctionne plus du tout, c'est le brute force, tu vois. C'est de dire, je vais juste tester toutes les combinaisons, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas des mots de passe courts avec que des chiffres, par exemple. Un mot de passe à 4 chiffres, Ouais. tu le brute force hyper facilement, tu vois. Ouais. Bon, bref, c'est parce que tu testes 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, etc. Bon, bref, tout ça pour dire qu'en fait, le fait d'essayer plein de trucs, c'est hyper facile pour une machine. Mais le fait de conjecturer des choses, bref, bon, voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, pour aller un peu plus loin, il se pose la question, il se dit, mais ok, mais c'est super intéressant que les humains aient cette créativité, donc cette espèce de conjecture, les explications ont l'air d'apparaître un peu de nulle part. Et il se demande comment c'est apparu, en fait, au cours de l'évolution. Et donc, pourquoi l'être humain est le seul à posséder ce processus qui génère des explications. Et en fait, pour essayer de... Donc déjà, c'est hyper intéressant comme question, et pour essayer d'y répondre, en fait, je vais vous poser 2 questions qui vont vous niquer la tête, mais donc du coup, c'est comme ça qu'il fait dans le bouquin, il dit, ok, on va commencer par aborder 2 énigmes. Et la première énigme, c'est, au cours de l'évolution d'Homo sapiens, comment la créativité a-t-elle pu apparaître, évoluer et se perfectionner ? Et en fait, pourquoi c'est une énigme ? Parce que les premières traces de créativité, en fait, c'est l'apparition de l'agriculture. Et en fait, finalement, c'est très tard dans l'évolution d'Homo sapiens. Et je sais pas, on se serait peut-être plus attendu à un truc un peu, un peu continu, où tu vois des objets de plus en plus intéressants apparaître. Finalement, c'est pas le cas, quoi. Et du coup, je sais pas si vous voyez pourquoi c'est une énigme ou pas ? Le fait que ça donne l'impression que c'est apparu un peu d'un coup et assez tard, c'est ça. C'est apparu un peu d'un coup, alors que normalement, quelque chose qui évolue, c'est censé se perfectionner. Je te donne un exemple, les ailes des insectes, on pense qu'au départ, c'était des espèces d'excroissance qui permettaient de se protéger du soleil ou je sais pas quoi.
Et puis au final, il pouvait sauter plus loin, et puis il pouvait sauter encore plus loin, et à la fin, genre juste il s'envole, tu vois. Mais t'as pas juste des ailes qui apparaissent ex nihilo. Ouais. Et donc du coup, c'est quoi un peu les steps intermédiaires de la créativité en fait, qu'on voit pas, en fait, juste quand tu fais des fouilles archéologiques, juste les mecs, tu te dis, c'était des bolos. Juste, tu vois, il y avait rien, quoi. Bah, c'est compliqué parce que... Ouais, non, parce que j'allais dire c'est compliqué parce que c'est du coup dans des réflexions, quoi, dans la tête, Ouais. si on projette, mais non, ça peut donner lieu à des résultats concrets, genre là, tu parles de l'agriculture. Ouais. Et donc, du coup, tu pourrais te dire que même avant ça, il y avait des choses concrètes qu'on pourrait retrouver. Bah, lui, il dit que non. Ouais. Il dit que non. Mais il dit que ça existait quand même. Que c'est juste qu'on retrouve rien. Ouais, après... Non, c'est une énigme. C'est-à-dire qu'il dit comment la créativité a pu apparaître alors que juste à un moment, on s'est mis à inventer des trucs. Ça peut pas apparaître comme ça, comme les ailes d'un insecte, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah après, il y a peut-être une histoire d'exponentielle, quoi. Au début, c'était des innovations rares et peu impactantes. Ouais. Et du coup, on n'en voit plus les traces, tu vois. C'est une hypothèse. Ouais, tu vois, mais- je suis d'accord, mais ça, il te dirait que du coup, ça apporte pas vraiment un réel avantage pour que ça soit. Tu vois, tu peux. Ouais. Ah oui, si c'est voilà, trop ça. confidentiel, du coup, il n'y aurait Ouais, pas de c'est raison que ça, ça reste. C'est ça, c'est ça. Ça Donc veut tu vois, dire- il donne un peu des hypothèses qui détruit. Il dit, ok, peut-être c'est de la sélection sexuelle dans le sens où j'utilise la créativité pour avoir des beaux vêtements, de l'humour, des histoires intéressantes et tout. Ensuite, il dit, bah, peut-être que les individus créatifs, ils montent plus facilement au sommet de l'échelle sociale. Tu vois, dans tous les cas, il dit, mais en fait, du coup, pourquoi ils n'utilisent pas ça pour inventer des objets, tu vois, en fait, juste pour inventer des trucs pour se faciliter la vie. Parce Et qu'en donc, fait, on trouve. En fait, c'est ce qui, dans l'histoire, ce qui est ça, parce que moi, j'ai pas la connaissance historique, ce qu'il dit, c'est que, genre, je sais pas, il y a plusieurs milliers d'années où juste on n'a rien, c'est un trou noir, on sait pas ce qui branle, quoi. Ouais, c'est ça. Et peut-être des fois, on invente un truc, genre le feu et tout, mais tu vois, genre en mode. Tu vois, il y a les peintures rupestres, là, tu sais, où ils Ouais. dessinent des bails. Ouais. Ouais, ça se trouve là-dedans, et en fait, ils imaginent des trucs qu'ils vivaient pas, tu vois. Ouais, ça se trouve. Bon, vous êtes pas prêts pour l'explication parce que Parce qu'il y en a une. Bah oui, il y en a une. Mais est-ce que tu peux dire où est-ce qu'il dit, parce que moi, mon cerveau est un peu lent, en quoi l'agriculture, c'est un truc qui vient forcément de la capacité de créativité? Parce que ça pourrait être de l'essai-erreur ou de par hasard, ils ont remarqué que, tu sais, genre, ils reviennent l'année d'après et il y a des trucs qui ont poussé. Enfin, tu vois, ils reviennent au même endroit. Non, mais on n'en sait rien. Donc, enfin, déjà, le seul truc qu'on sait, c'est que nous, on n'est pas des singes dans le sens où on voit bien qu'on n'a pas besoin de voir quelqu'un 50 fois taper dans une noix pour comprendre que le mec essaie de l'ouvrir. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'on voit les prémices de cette créativité. Lui dit c'est l'agriculture. Toi, tu dis, OK, est-ce que l'agriculture, c'est pas juste un coup de chatte? Je pense qu'on n'en sait rien. Ouais, tu vois, ça, de toute façon, il y a un moment où c'est apparu, quoi. Ouais. Voilà. Donc, l'explication à ça, donc la meilleure explication selon lui, je pense que vous n'êtes pas prêts, c'est que pendant la quasi-totalité de l'évolution d'Homo sapiens, la créativité a servi à pas être créatif. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la quasi-totalité des sociétés humaines qui ont jamais vécu, donc quasiment toutes les sociétés humaines, sont ce qu'il appelle des sociétés statiques. Donc en gros, c'est des sociétés très dogmatiques, avec des religions, des normes, il faut faire ça comme ci et pas comme ça. Voilà, ça, c'est la quasi-totalité des sociétés, c'est des sociétés statiques. Et lui, il pense que plus tu étais créatif, entre guillemets, plus tu pouvais acquérir facilement les comportements, donc on appelle ça les mèmes, de la société statique, et ainsi monter au sommet de la hiérarchie. Parce que dans les sociétés statiques, c'est le plus pieux, entre guillemets, qui est au sommet. Je rappelle qu'un mème, d'après Wikipédia, hein, c'est un élément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par d'autres individus. Donc en gros, il dit la créativité a évolué pour permettre aux hommes d'être le moins innovants possible. Ça, il les provoque, je pense. En gros, la créativité, elle a servi au début à recopier et reproduire les mèmes des autres, en fait. Mais du coup, pourquoi il y avait besoin de créativité pour faire ça? Pour mimer? Pourquoi c'était... C'est la deuxième énigme. Est-ce que tu as compris la première énigme déjà, genre? Non, je suis pas du tout convaincu par son bail, là. Il me vénère. On va faire la deuxième et on va voir est-ce que ça fait le tour. Est-ce que ça s'assemble? Donc la deuxième énigme, c'est ce que Clem disait. C'est en fait comment on peut se passer d'un cerveau à l'autre des mêmes complexes. Parce qu'en fait, nous, ça nous paraît naturel. Mais en fait, quand tu te poses la question,
toujours pareil, on ne sait pas le coder dans un ordinateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de système de téléchargement comme sur les ordinateurs, on ne peut pas faire de copier-coller. Et donc, ce processus-là de j'observe un mème et je le reproduis, en fait, comment c'est possible, en fait? Enfin, aujourd'hui, on ne saurait pas le coder sur un PC. Oui. Bah non. Donc, c'est quand même Non, très mais attends. mystérieux. Ouais. Un espèce de copier-coller, on sait pas, un peu complexe, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que... On sait pas faire un copier-coller complexe, c'est ça que tu es en train de dire. Exactement. C'est-à-dire que lui, il te dit, par exemple, les perroquets, ils répètent le son qu'ils ont entendu. Donc ça, c'est comme un PC avec un micro et une enceinte. Ouais. Donc le perroquet, juste il entend un truc, il répète. Ça, on sait faire. Ouais. Voilà. Ensuite, on avait dit les singes, eux, ils reproduisent pas les mêmes. On avait dit, ce qu'ils font, c'est une analyse statistique. Ils voient le mec taper 50 fois dans sa noix. Statistiquement, ils enlèvent les trucs, ils comprennent le truc, et ainsi de suite. Bref. Voilà. Ok. Donc ça, on sait le coder. Alors que les humains, eux, ils font pas comme le singe, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent uniquement au but de l'action qu'ils veulent copier. Et même, il va plus loin, il dit les humains ont du mal à s'intéresser à autre chose. Donc voilà, toi, si tu vois un gars casser une noix, tu vas conjecturer que le mec veut casser une noix, tu vas comprendre le but. Si le mec se tape sur le doigt, tu vas faire, je vais faire ça. De façon plus moderne, si tu écoutes une conf, mais que le gars, il a un accent, tu vas pas répéter la conf avec l'accent. Et juste, tu vas même pas réussir à le faire, en fait. Si le mec, il fait une erreur dans sa conf, tu vas quand même comprendre ce qu'il veut dire. Il peut te dire la conf de manière différente. Toi, ça va t'aider, alors que le singe, ça va l'embrouiller. Okay. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que la créativité, en fait, comment elle a évolué au début, c'est juste ce qui nous permet de copier les mêmes, en fait, d'un humain à l'autre, en fait, de manière plus efficace, en fait. Okay. Donc, du coup, c'est parce que... Oui, d'accord. En voyant, on va être capable de dire, là, si il tape à cet endroit de la noix, c'est parce qu'il veut la casser, l'ouvrir. Et on va comprendre que c'est ça qu'il faut qu'on imite. C'est le module qui permet, en gros, par la conjecture, de recopier les actions de tes pairs. Parce qu'on comprend des trucs. C'est ça. Et donc, au début, c'est pas du tout fait pour innover, en fait. C'est juste fait pour le mec qui fait ça. J'ai besoin de recopier ce qu'il fait facilement dans mon cerveau. Et donc, tu as une espèce de coévolution entre les mêmes et qui deviennent de plus en plus complexes et ce module de créativité dans le cerveau des humains qui devient de plus en plus complexe pour réussir à copier ces mêmes jusqu'au jour où c'est assez complexe pour pouvoir innover, quoi. En gros, ça évolue de manière assez complexe pour pouvoir innover. Est-ce que vous voyez le truc un peu ? Un peu, mais... Non, mais c'est mindfuck quand même. Mais oui. Mais attends, du coup, donc ils se copient tous, et puis en fait, du coup, on a ça. Je redis ce que tu as dit, mais juste pour être sûr d'avoir compris. Donc, on a cette créativité qui évolue pour pouvoir mimer des choses de plus en plus complexes. Ouais, c'est un système de copie d'un cerveau à l'autre, en fait. Ouais. Et à un moment, c'est suffisamment sophistiqué pour que là, on puisse penser, imaginer, conjecturer un truc il n'y a pas un mec qu'on voit faire ou une meuf qu'on voit faire. C'est juste on se dit si je faisais ça, ça ferait ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Mais du coup, le présupposé de son raisonnement, c'est que la capacité la vélocité et la capacité à copier son prochain, ça te confère un avantage comparatif. Exactement, ouais. Parce que du coup, c'est comme ça que tu montes dans la société, parce que tu te fonds parmi. Si t'es capable, c'est ce que tu dis. Non, mais au début, il a été un peu provoque. Je pense qu'on est tous capables de comprendre que le fait de copier quelque chose que quelqu'un fait, qui est intelligent et intéressant, c'est utile. Maintenant, en effet, pourquoi ça t'apporte un avantage à toi quand tu copies les mêmes d'une société dogmatique et statique, c'est... en fait, moi je comprends, et bon, je trouve ça intéressant, même intellectuellement, c'est original, etc. Comme tu disais, c'est mindfuck. Mais tu vois, ce que je reproche à ce genre de raisonnement darwiniste, après peut-être qu'il y a une méthodo derrière, on revient sur mon affaire. Peut-être qu'il y a une méthodo derrière, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que tu peux inventer tout et n'importe quoi, tu vois. Je suis un peu d'accord, ouais. Voilà, moi j'ai pas la créativité de le faire, et j'ai pas passé les heures, et je suis pas assez intelligent je suis pas aussi intelligent que le mec, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en fait, n'importe qui peut inventer un peu une histoire et dire oui, les grandes oreilles, bon, j'exagère, tu vois, ça te confère un avantage comparatif et du coup, c'est la base de l'intelligence, tu vois.
Ouais. Et en fait, enfin, tu vois, là où moi j'ai un problème avec ce genre de raisonnement, c'est que, voilà, je crois au darwinisme, enfin, je crois, c'est un fait scientifique, tu vois, que voilà, la sélection naturelle, ça fonctionne comme ça, etc. Et que tu as des traits qui te permettent de survivre, machin, machin. Mais l'identification de ces traits-là, en particulier dans le passé, elle me paraît très hasardeuse, tu vois. Et j'ai l'impression que n'importe chacun, il va de son truc de dire Ouais. oui, tu Non, vois. je suis complètement d'accord. Déjà, je suis complètement d'accord. Et après, bah, lui, je pense qu'il te répondrait, bah, moi, j'ai Donc en trouvé... fait, c'est pour le panache, quoi. Il teste un peu et Ouais. il pense Bah, que c'est lui, ça. il te dirait qu'il a trouvé une bonne explication et que toi, Oui. Ouais. t'es niqué parce que t'arrives pas à expliquer comment ça a pu apparaître. Du coup, voilà, il te Oui, dirait, voilà. moi j'ai une bonne explication. Quoi. Mais ce à quoi je répondrai, ce n'est pas une bonne explication parce qu'elle n'est pas facilement réfutable. J'avoue. J'avoue. Mais Ouais, non, j'allais Et, dire, il faut qu'on teste. Est-ce que les deux arguments t'as dit, c'était quoi? Facilement réfutable ouais. et c'était quoi Non, mais il y a l'autre? moyen que ça soit réfutable. Ouais, faut Juste aussi demander connaître un petit à. peu Ouais, faut en peut-être juste s'y darwinisme, connaître un en petit peu. Et il y a évolution. À un mon mec avis, qui tu va dire peux. ah non, il y a tel Ouais, mec c'est qui a ça. inventé un bête. Enfin bref, j'en sais Ouais. rien. Non, mais voilà, en tout cas, moi je trouve ça hyper intéressant et même, enfin, ça se trouve, c'est vrai, et c'est même le raisonnement, enfin, ça fonctionne, tu vois, quand il t'explique, ça marche, tu vois. Mais ça te donne De aussi un dire, peu, tu sais, c'est quoi l'étincelle un peu humaine, je trouve. Genre, en ouais, gros, c'est quoi, ça aide un peu. Ouais, Tu pour vois, ça. c'est quoi la ouais, différence ça entre aide. les animaux et tout. Voilà. Non, mais tu vois, c'est vachement cool. Mais du coup, quand même, ça. Là, parce que l'énigme de départ, c'était quand même pourquoi c'est apparu d'un coup, Ouais. en tout cas dans les traces qu'on a, Ouais. et il répond pas trop à ça. Ah bah il dit si c'est pas apparu d'un coup, Bah, c'est il dit c'est apparu juste que petit à petit pour Il recopier, dit, juste. pour il dit, t'as un recopier, effet, mais on s'en rendait pas trop compte. Ouais, Georges. ouais, il dit, t'as un effet de seuil, quoi. Il dit au début, tu recopies, Ouais. tu recopies, tu Ouais, recopies, c'est ça. et à force d'accroître ta capacité à recopier et Tina. la sophistication de ton mécanisme de recopie, un jour, bam, conjecture, tu vois. Ouais, je Ouais, comprends. ouais, Ok, ouais. pardon. Voilà. Mm, Et donc voilà, c'est assez cool parce que bah, du coup, c'est loin d'être anodin selon lui, parce que en fait, du coup, ça fait que les êtres humains, en tant qu'explicateurs universels, ils occupent quand même une place particulière dans l'univers. Et donc, en fait, ils ont. Enfin, on va en reparler, mais en gros, quand tu es explicateur universel, en fait, tu as une portée infinie. Parce qu'il dit la connaissance, c'est le seul phénomène qui ne diminue pas avec la distance. Tous les autres phénomènes physiques diminuent avec la distance. En gros, quand tu as la connaissance, tu peux t'étendre à l'infini. Ouais. Tout ce que les lois de la physique n'interdisent pas, normalement, tu peux le faire. Quoi. Donc, c'est pourquoi ils considèrent que les êtres humains ont une certaine importance. Et donc, là, ce qu'on a fait, on a quand même évoqué le concept de société statique. On est passé assez rapidement là-dessus. Donc, c'est une société où il n'y a pas d'innovation et où le but du jeu, c'est de copier les mêmes à l'infini. Donc lui, il va dire les sociétés statiques ont des lois, des cultures, des tabous qui empêchent les mêmes de se modifier. Ils multiplient les actes qui perpétuent les mêmes existants. Ils interdisent ceux qui exprimeraient des variantes et répriment toute critique du statu quo. Donc ça, c'est la société statique. Et donc, en gros, la société statique a tout un tas de méthodes pour se maintenir statique. C'est de tarir un peu les sources d'idées nouvelles. Tu vas avoir des traditions éducatives qui vont désactiver la créativité, les facultés critiques des enfants. Ils vont leur faire apprendre par cœur des trucs. Voilà, en gros, ils mettent en place un certain nombre de systèmes pour que les choses qui peuvent changer la société ne sont pas conçues. Quoi. Voilà. Ouais, donc juste pour rappeler son postulat, donc lui il dit que l'ensemble des sociétés humaines, elles sont statiques, et ce qu'il appelle une société statique, c'est une société qui se construit autour de la reproduction d'eux-mêmes et de la non remise en cause d'eux-mêmes, et Ouais. c'est ça qui cimente la société, et il dit que l'ensemble des sociétés humaines, elles ont toujours été comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et je vous fais une citation de l'espace avant de passer, du coup, s'il y a des sociétés statiques, il y a quoi d'autre, du coup Il dit de même que les gènes pour la vue connaissent implicitement les lois de l'optique, les mêmes durables d'une société statique possèdent implicitement la connaissance de la condition humaine et l'utilisent sans pitié pour contourner les défenses et exploiter les esprits humains qu'ils asservissent. Et là, il drop le mic et juste il s'en va. Ouais, mais Non, mais. mais en gros, genre, enfin, il y a quand même des exemples. Après, justement, c'est là où je sais pas ce qu'il appelle une société. Enfin, c'est là où il faut un peu rentrer dans le détail, dans le sens où il y a quand même des, euh, des renversements de société, des renversements de paradigmes dans l'histoire humaine, quoi.
Bah, J'ai l'impression que les sociétés, ce que j'imagine comme sociétés statiques, sont jamais restées hyper longtemps statiques. Ouais, voilà. Non? Ouais. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai l'impression Oui. qu'il dit, c'est que c'est une volonté, c'est-à-dire que ces sociétés, elles cherchent ça, mais ça veut pas dire que, qu'elles y arrivent sur un très long temps, quoi. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque mème, d'accord, c'est comme un virus, c'est ce qu'on appelle un réplicateur. C'est Richard Dawkins qui explique ça. Et donc, en gros, le mème, c'est juste le mème qui se réplique le mieux qui va perdurer. D'accord ? Ouais. Ouais. Et donc, le mème, il porte à l'intérieur Ouais. Par essence. une manière de faire agir l'individu et une manière de se transmettre et de faire agir le mec à qui il s'est transmis. Et donc, par définition, ils ont à l'intérieur d'eux des choses qui font qu'en gros, ils restent en place, ils ne changent pas et ils se multiplient. Tu vas avoir des religions où typiquement, il y a beaucoup de gens qui disent que l'islam, c'est assez verrouillé parce que le Coran, typiquement, c'est la parole de Dieu et du coup, tu n'as pas le droit de changer. Et du coup, en gros, il y a tout un système pour que, en gros, ça soit difficile de faire évoluer le truc. Et c'est un peu le pendant des religions, mais après, je pense qu'on peut trouver plein d'autres exemples. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Ouais, mais du coup, le présupposé, tu as toujours un présupposé darwiniste derrière, quoi. C'est de dire que un mème qui est genre une façon de penser ou une façon d'agir, toi, en tant qu'individu, le fait d'assimiler cette façon de penser, cette façon d'agir et de l'appliquer, ça te confère un avantage comparatif. Et du coup, c'est là où intervient la logique de virus et de transmission, quoi. Et donc, en fait, c'est ça qui crée une société statique, c'est que les individus au sein d'une société, ils gagnent un avantage comparatif à intérioriser et à répliquer des façons d'agir, jusqu'à ce que ça arrête de devenir un avantage comparatif, et là, la société change. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, c'est juste, il y a un petit, une petite chose à rajouter, c'est que le même, il cherche que à avantager lui-même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le même, ça n'existe pas, c'est une construction théorique, tu vois. Ouais. Mais tu te souviens, on avait vu, il y a un truc. Tu vois, moi, quand on dit le même, il cherche rien, tu vois. C'est les individus qui cherchent. Non, mais c'est-à-dire que le concept, au cours de son affinage darwiniste, est arrivé à un espèce d'état ultime, entre guillemets, où en gros, il se réplique de façon ultime et de manière super efficace, et tu peux pas trop le changer, quoi. Et on avait vu un truc, je sais pas si tu te souviens, dans un guide du chasseur-cueilleur pour le 21e siècle, c'est un autre épisode qu'on a fait. Ils avaient appelé ça le principe oméga, c'est que ils disaient toujours partir du principe qu'une tradition est utile. Parfois, elle ne l'est pas, mais c'est des cas rares et particuliers. Donc c'est vrai qu'un mème qui a envie de se répliquer fortement, il va avoir tendance à te conférer quand même quelques petits avantages, quoi. Alors, est-ce que ça va être optimal? Pas toujours, mais on peut partir du principe quand même qu'une personne qui adopte un mème puissant en réplication, il meurt pas dans l'heure qui suit, quoi. Si ton mème, c'est d'aller voir le tigre et de le caresser, c'est pas un mème stylé, tu vois. Même s'il se réplique bien, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, j'aurais plutôt un raisonnement... je prendrais le raisonnement à l'envers, quoi. Pour moi, le mème, il a juste pas de volonté propre, on s'en branle. C'est plus les individus qui agissent pour survivre et pour se perpétuer. Et l'individu qui agissent pour se perpétuer, le fait de copier les autres, ça leur confère un avantage comparatif, donc on est devenu des machines à copier. Et en copiant, il y a certains concepts qui te confèrent plus d'avantages que d'autres, et donc ces concepts-là survivent, et c'est la survie et le fait que ces concepts-là perdurent qui crée une société statique. Je suis d'accord. Le même, il n'a pas de volonté en soi, quoi. Je suis complètement d'accord. Oui. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une espèce de coévolution où, en gros, l'individu en tire un avantage et le même en tire un avantage réplicatif aussi. Je suis d'accord. Ouais. Et mais du coup, il répond sur le fait que quand même les sociétés changent. Du coup, moi, j'ai fait la conjecture que si les sociétés changent, c'est à partir du moment où les mêmes qui cimentent cette société, donc le jeu de pratiques qui cimente une société, ne confère plus un avantage comparatif. Et c'est là où la société change. Mais c'est une conjecture que j'ai faite. En fait, la réponse à ça, c'est que ce qu'il va te dire, c'est que la quasi-totalité des sociétés jusqu'à maintenant ont été statiques. Les seules sociétés statiques qui sont très connues, il n'y en a pas forcément beaucoup. C'est des sociétés statiques qui ont vécu longtemps, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de sociétés statiques qu'on ne connaît pas, juste qui se sont effondrées assez rapidement.
Et donc le principe d'une société statique, c'est que ça a quand même tendance à pas faire très long feu, parce que dès qu'il y a un problème, en fait, du coup, tu sais pas, tu sais pas t'occuper du problème, quoi. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'une société statique, ça fait pas long feu, quoi. En gros, ça disparaît assez vite, quoi. Je sais pas si Et ça du vous Ou coup, paraît ça un se peu logique. transforme. Enfin, Ah non, ça disparaît juste. ah oui, parce que Mm. tu as dit Et- qu'il y a d'autres types de sociétés, en fait, ça, pas que des statiques qui Voilà, c'est peuvent ça. exister. C'est ça. Et donc, du coup, ouais. Donc là, on vit dans une société statique aujourd'hui ou pas? Bah, du coup, Ouais, voilà. même Du question. coup, il va te dire, du coup, s'il y a eu quasiment que des sociétés statiques jusqu'à maintenant, il existe aussi l'opposé. Donc, je sais pas comment vous l'appelleriez. l'appelleriez. Bah, mobile. Ouais. Non, lui, il dit société dynamique. Ouais, Ouais, bien joué. Bien joué, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Du coup, ouais, l'opposé, c'est des sociétés dynamiques. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est chez Georges. J'ai flippé. Il y a eu un bruit de ouf. C'est des sociétés, donc les sociétés dynamiques, c'est des sociétés qui ne sont pas basées sur la reproduction de mèmes existants, mais sur l'invention de nouveaux mèmes meilleurs que les précédents. Et donc une société dynamique, c'est une société qui innove, en gros, où les gens ont l'habitude de passer au peigne fin les idées, de critiquer les idées. Il y a une tolérance aux idées d'autrui. Tout ça, c'est des choses qu'on ne fait pas dans une société statique. Et c'est arrivé que très rarement dans l'histoire de l'humanité, d'après lui. Et il dit on connaît que 3 moments où c'est arrivé, les sociétés dynamiques. Donc la première fois où c'est arrivé, c'est pendant le siècle des Lumières, dans l'Occident. Et donc on pourrait dire qu'on vit dans une société dynamique aujourd'hui parce qu'on est dans la continuation de ce truc-là. C'est arrivé une deuxième fois, donc ça, il appelle ça les mini-lumières, à Athènes, donc en 400 avant Jésus-Christ. Voilà, où apparemment à Athènes, ils avaient adopté un peu ces principes de société dynamique. Et en fait, ils ont fini par se faire poutrer par Sparte, qui était une société statique, qui a mis fin à leur délire, quoi. Et là, il y a une autre mini-lumière, et c'est la dernière du coup qu'on connaisse. C'est en Florence, en Italie, apparemment sous les Médicis. C'était un peu sur des principes dynamiques. Et ils se sont fait chasser en 1494 par le fameux Savonarole, qui était un dogmatique religieux. Alors, je connaissais pas, mais dans toutes les BD que j'ai historiques sur l'Italie, il y a toujours Savonarole dans la rue en train de prêcher et tout avec une croix et les gens sont... Donc, je le connaissais pas, mais il fait... Il est tout le temps là. Ouais, il est tout le temps là, tu vois. Il a marqué. Genre toi t'es là, Ouais. tu veux Toi, danser, tu veux créer des symphonies et tout, et lui, Et lui, il veut pas, tu vois. Et bon, après, il dit quand même, les mini-lumières tentèrent de s'allumer probablement un nombre important de fois, mais juste on connaît pas. Peut-être pendant la préhistoire, même il dit qui sait. Et il dit, si l'une de ces tentatives de mini-lumière avait réussi, notre espèce serait aujourd'hui en train d'explorer les étoiles et vous et moi serions immortels. Si ça avait eu lieu avant. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal. Et il y a un chapitre un peu chelou où je sais pas pourquoi il s'est tapé un délire. Il y a Socrate qui discute avec le dieu Hermès. C'est tapé un gros délire. C'est le chapitre s'appelle Socrate et Hermès, tu vois. Et il parle. Et ils débattent pourquoi Athènes c'est trop bien et pourquoi Sparte c'est des tocards. Et du coup je vous mets juste la petite tirade parce que j'ai vraiment kiffé le chapitre. Il dit la vraie différence entre les Spartiates et les Athéniens, c'est que leur éducation morale les enjoint de tenir leurs idées les plus importantes à l'abri de la critique. Ça, c'est les Spartiates. Et donc, de ne pas être ouverts aux idées nouvelles, de ne pas critiquer certaines idées comme leur tradition et leur conception des dieux, de ne pas chercher la vérité puisqu'ils la détiennent déjà. Par conséquent, les Spartiates ne croient pas qu'avec le temps, ils apprendront à mieux connaître les choses. Au contraire, quand les Athéniens sont d'accord entre eux, à supposer que cela arrive, c'est parce que leur tradition de critique et de débat incessant les a amenés à connaître une vérité authentique. Voilà. Donc, voilà. Okay. Ils sont quand même fait poutrer par les Spartiates, mais au moins ils étaient dynamiques. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que d'être dynamique ne te confère pas ne te rend pas invincible. C'est même loin de là, quoi. Ouais. Voilà. Bah en fait, oui. Enfin, ça te rend invincible à long terme, quoi. Putain, mais Georges, il devine les chapitres d'après, il prend les prémices du gars, il complète le livre et tout. Bah ouais, évidemment, c'est ça qu'on va dire. Voilà. Voilà, t'as spoilé tout le monde. Ouais, mais si on devine, ça veut dire que vous êtes chaud. on est chaud. Et
Et que ça va, les gens que suivent. non, mais ouais, enfin, que du coup, il y a une forme de. Forme de logique. Enfin, après, logique, ça te quoi. rend invincible à long terme si tu triggers pas un risque existentiel, quoi. Exactement. Ouais, on va en parler. Ouais. Et donc, juste pour rester un peu sur les sociétés dynamiques, c'est voilà, c'est rigolo de remarquer qu'il y a quand même un certain type de mème qui arrive à survivre dans une société dynamique, alors que c'est pas forcément évident que ça puisse exister, vu que le but de la société dynamique, c'est de les remettre en cause. Et en fait, du coup, c'est quoi les mèmes qui survivent dans une société dynamique? Après, il y a les individus statiques et les individus dynamiques, tu vois. Ouais, Genre et moi, j'allais. Non, mais dans quel sens Pardon. non, bah, Genre ton oncle Ah, non. relou qui casse les couilles. Il est, tu Ah, sais, l'oncle relou, il est statique. Ouais, il est tout statique, et il est pas ouvert à la critique. Et il dit, ouais, Et moi, mais je me trompe peut-être, mais quand tu citais la tirade, j'ai pensé à, comme exemple, à l'intérieur de, si on considère qu'on est dans une société dynamique, peut-être Ouais. des institutions statiques, et je me demandais, l'armée, est-ce que Ouais. ça porte pas un peu, pas ces valeurs-là, mais il faut pas trop remettre en question. Enfin, tu sais, je connais pas. Je parle de choses que je connais pas, mais de Non, ce que mais j'ai si, entendu, t'as je me raison. demande. Et pour eux, ça doit être hyper utile d'être statique, Ouais. parce que les enjeux qu'ils portent nécessitent ça. Et Mais en voilà. fait, pourquoi c'est hyper intéressant ce bouquin? Parce que jusqu'à maintenant, en gros, à chaque fois de tous les bouquins qu'on avait fait, il y avait toujours un peu cette conclusion qui était de dire oui, les gens qui sont plutôt à droite, c'est les gens qui aiment bien conserver les choses en l'état. Et c'est important parce que t'as pas envie de faire des trucs what the fuck. Et les gens qui sont à gauche, c'est les gens qui ont un peu envie d'innover. Et c'est important parce que sinon, si tu n'innoves pas, tu vas mourir et tout. Et du coup, il y a une tension qui naît entre les deux. Et du coup, des deux parties du spectre naît la bonne réponse et tout. On faisait tout le temps un peu ça dans tous les livres. Et là, c'est une approche un peu différente où il dit il y a des sociétés Ouais. dynamiques et des sociétés statiques. Je suis d'accord qu'au sein d'une société dynamique, il y a aussi cette tension entre des gens qui disent faites gaffe à ce que vous voulez changer, et des gens qui disent non, là il faut changer parce que ça c'est la merde, et que du coup cette discussion est intéressante. Mais oui, c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux en fait. Je trouve ça intéressant de faire celui-là. Est-ce que ça apporte une nouvelle vision? Je sais pas si ça répond à ta question. Non, mais oui. Non, mais. Non, mais pas du tout. Mais si. Et donc, c'est quoi les mèmes qui survivent dans une société dynamique? Là, faut qu'on devine. Ouais, Enfin, je sais pas, oui, vas-y. si je dis les mêmes qui sont utiles à la société. Non, ça marche pas. Non. Dans une société dynamique, les seuls mèmes qui peuvent survivre, en fait, c'est les idées justes. Parce que quand une idée est juste, c'est juste que c'est difficile de la critiquer. Ou alors, c'est que c'est plus difficile de critiquer une idée juste qu'une idée fausse. Et du coup, dans une société dynamique, tu as juste les idées justes qui remplacent les idées fausses. Et parce qu'il dit, en fait, la meilleure façon pour une idée de paraître utile, en fait, c'est d'être utile. Voilà. D'ailleurs, il a un petit nom. Ouais. Non, pardon, je te laisse finir. Je te laisse. Ouais, je vais finir. Il y a un petit nom. Il dit les mèmes de la société dynamique, c'est des mèmes rationnels. Il appelle ça comme ça. Et les mèmes de la société statique, c'est des mèmes irrationnels. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a une limite dans le sens où, enfin, tu vois, effectivement, ce qu'on dit dans la société dynamique, c'est tu as une notion de doute, de remise en question, de critique, qui fait que tu as une forme de bataille des idées et tu as les idées justes qui perdurent, tu vois. Ouais. Mais donc, effectivement, moi, je suis d'accord avec ça. Mais je pense que aussi, tu as des cas où, genre, tu as une idée, un mème qui survit, qui perdure dans une société dynamique, parce que il peut être juste ou faux. Mais après, c'est une exception, et je tente de faire l'avocat du diable, tu vois. Mais t'as un mème juste ou faux qui peut perdurer, parce qu'il est moins douloureux et où il réclame moins d'efforts, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, t'as des exemples ou... Tu vois, je rejoins tous les trucs de risque existentiel ou de changement climatique ou de machin, tu vois. Tu vois, on peut vivre dans une société qui est ouverte à la critique et qui croit, voilà, en la rationalité, en la science, dans la bataille des idées, quoi, dans le débat. Mais tu peux avoir, je pense, une grande frange de la population, des individus qui composent cette société, qui refusent d'accepter une idée qui est rationnellement juste, parce qu'elle réclame trop d'efforts de leur part, trop de modifications de leur niveau de vie, où ça génère trop de malheur, quoi, tu vois, dans leur vie. Et du coup, malgré la justesse, cette idée, malgré sa justesse théorique, cette idée perd la bataille parce qu'elle réclame trop d'efforts à court terme
aux individus qui composent la société, quoi. Ouais, carrément. C'est juste, je pense que ce que tu dis, c'est que, enfin, en gros, là, il y a des concepts quand même assez généraux qui sont statiques et dynamiques, mais après, je pense qu'il y a plusieurs niveaux à l'intérieur. Oui, Et évidemment que nous, on n'est pas parfaitement dynamique, dans le sens où, avec l'exemple que tu cites, effectivement, il y a certains freins à ce que les meilleures idées émergent. Et puis, on va parler des systèmes politiques aussi. Il y a des systèmes politiques qui sont moins propices ouais. au dynamisme qu'à d'autres. Donc voilà, enfin, ouais, je pense qu'il y a tout un spectre Oui, c'est ça. de Non, je suis d'accord. dynamisme. Je pense qu'effectivement, Ouais. c'est pas un booléen, c'est un spectre. Et je pense que tu as aussi la question de court terme, long terme, tu vois. Et, Mm. et tu sais, on a déjà évoqué dans plein de bouquins, machin, que l'homme, il est incapable de se projeter, c'est un peu un Ouais. bug. On a beaucoup de mal avec le long-termisme et on est très court-termiste par essence, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que ce dynamisme est beaucoup plus aisé pour des idées dont les conséquences, enfin, pour des idées genre de court terme, alors que Mm. dès qu'on veut parler du lointain, potentiellement le juste peut plus difficilement gagner parce qu'il est Ouais. lointain et Ah ouais, carrément. Ouais. s'il réclame un effort, quoi. Ouais, carrément. Je suis d'accord. Ouais. Ouais. Mais donc, typiquement, voilà, ça passera par des explications de gens qui doivent comprendre les bouquins de Daniel Kahneman et des choses comme ça, et pour essayer de Ouais. voir est-ce qu'on peut pas rendre le truc plus dynamique si on comprend les biais cognitifs, tout ça. Enfin, bref. Voilà. Ouais. Donc voilà, pourquoi on raconte tout ça? Parce que si on dit que les êtres humains sont des explicateurs universels, à partir du moment où tu les places dans une culture qui est une société dynamique, potentiellement il va se passer un truc de fou, puisque les humains vont pouvoir générer de la connaissance à l'infini. Et donc là, c'est un peu juste pour le délire, et parce que le mec, c'est son domaine de prédilection, la quantique. Je sais pas, pour essayer de comprendre un peu ce qu'on peut entendre par infini. Ça peut être le bon endroit là maintenant pour parler du multivers. Je l'ai vu venir. C'est le Donc, bon endroit. voilà. Donc le multivers. Bon, en fait, il y a plusieurs types de multivers. Les deux premiers, on va les évoquer rapidement. C'est déjà, enfin, tu sais, si tu pars du principe que l'hypothèse, si tu pars de l'hypothèse que, si tu pars de l'hypothèse que l'univers est infini, qu'il y a une infinité de matière dans l'univers, une infinité de galaxies, de planètes, en fait, tu vas avoir une infinité de copies de Georges et de Clem, et une infinité de planètes comme la nôtre où tout s'est déjà passé et tout. Et donc, ça, c'est aussi une sorte de multivers. Enfin, on pourrait appeler ça comme ça. Et donc, je sais pas, juste, je vous rappelle, en fait, nous, on arrive à voir que à des distances où la lumière a eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Et donc, il me semble, du coup, qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a au-delà. Et du coup, il y a des gens qui conjecturent juste que c'est infini. Et du coup, par définition, puisque c'est infini, en gros, il y a tout qui s'est passé, quoi. Mm. Donc ça, c'est une première sorte de multivers dont on va pas parler, une sorte de multivers spatial. Je sais pas si celui-là, c'est compréhensible pour vous. Ouais. Ouais. C'est pas trop mindfuck. Il y a un autre type de multivers. Vous savez, on dit souvent, on entend des phrases du genre si l'interaction entre les charges électriques était plus petite de quelques pourcents, aucune planète se serait jamais formée, machin. Et on dit c'est un truc de fou, c'est une chance inouïe, Dieu existe, c'est la folie, il y a un horloger qui a... Est-ce qu'on dit vraiment Dieu existe à ce moment-là? Ah mais si, c'est toujours la même histoire. Et voilà, on appelle ça le problème du réglage fin. Je pense que ça vous avez déjà entendu parler de ce genre de questions. Mm. Voilà, bon. Une des explications à ça, c'est voilà, on pense qu'il y a des univers avec des lois de la physique différentes. Voilà, et donc si tu pars du principe qu'il y a une infinité d'univers avec une infinité de lois de la physique différentes, du coup il y a toutes les combinaisons en fait. Juste, je sais pas, dans un univers, le proton c'est X fois le neutron, et dans l'autre c'est Y fois, enfin bref, il y a toutes les combinaisons. Et Mais du coup, ouais. mais si on se dit, nous, si ça a changé juste d'un tout petit pourcent, Mhm. ça n'existerait pas. Mhm. Du coup, si on se dit qu'il y a d'autres univers où c'est d'autres combinaisons, Ouais. Où il n'y a pas de d'après planète, ce qu'on il y a pas sait. de, Ah il y a oui, autre d'accord. Du chose, coup, ou c'est alors juste. il y a des étoiles D'accord, chelots, c'est ça. machin. C'est pas. C'est juste Voilà. que c'est pas comme nous, mais ça, il peut exister quand même quelque chose, mais Voilà. dans ces conditions-là. Et tu pourrais Parce que dire, sinon, on pourrait dire comme si tout a été tenté, mais il y a. Donc, d'autres univers ont été tentés avec d'autres lois physiques, mais Ouais. en fait, il n'y a que le nôtre où ça a fonctionné. Tu vois.
Bah après, ça, on sait pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être Mm. d'autres combinaisons de ces variables-là qui peuvent Ouais, amener qui à la peuvent vie. amener un. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour que tu puisses avoir des connards comme nous qui se posent ce genre de questions, il faut que l'univers il ait ses constantes alignées comme il faut en fait. Parce que sinon, juste, en fait, pourquoi entre guillemets on a de la chance d'être dans un univers avec les constantes qui sont bien alignées? Mhm. Bah, c'est juste que par définition, pour avoir de la vie et pour pouvoir se poser cette question, il faut juste avoir les constantes bien alignées, quoi. Mhm. Donc voilà. Donc ça c'est le deuxième type de multivers. Mm. Et nous, on va parler du troisième type, qui est le multivers qui découle de la quantique. Et donc, c'est pas la seule théorie d'interprétation des phénomènes quantiques, hein, le multivers, mais si j'ai bien compris, c'est quand même parmi les plus sérieuses. Donc, c'est pas trop un truc c'est pas trop De un truc bourrou, science-fiction. normalement. Voilà, c'est quand même parmi les plus sérieuses. Et donc, David Deutsch est un des partisans de cette interprétation de la mécanique quantique, donc qui est la théorie du multivers. Et je vais m'adresser à Georges parce que je pense que Clem, peut-être tu connais un peu mieux. J'imagine, Georges, tu as déjà entendu dans les vulgarisations sur la mécanique quantique, tu sais, on t'explique que je sais pas, la particule comme le photon, c'est en fait à la fois une onde et une particule. Je sais pas si tu as déjà entendu ce genre de choses. J'ai entendu vite fait, mais j'ai pas bien assimilé. Ah ouais, si tu me dis non, je suis niqué. Bref, du coup, ouais, ça c'est les choses qu'on entend en vulgarisation. Et donc imagine, je sais pas, tu mets deux fentes dans un mur, Ouais. juste, tu fais deux trous, et tu les éclaires avec un photon de lumière, qui est en fait une onde finalement, et que tu mets un détecteur derrière chaque fente. Juste, tu as envie de voir par où il est passé, quoi. Une fois sur deux, ça va être le détecteur A qui va détecter le photon, et une fois sur deux, ça va être le détecteur B qui va le détecter, quoi. En gros, tu as l'impression qu'une fois sur deux, il passe dans une fente, et une fois sur deux, il passe dans l'autre, quoi. Voilà. Et donc, c'est aléatoire à 50-50. Et donc, ça, c'est un phénomène quantique. Et donc, ça te va. Enfin, y a pas de... Ouais. Ouais, voilà. Et en fait, la théorie du multivers, ça te dit que quand tu fais ce genre d'expérience, en fait, tu as un univers dans lequel le photon est passé par la fente A et un autre univers dans lequel le photon est passé par la fente B. Ah, putain, moi j'aime pas ces trucs-là, là, laissez-moi tranquille. Du Non, coup, ouais, du coup. et du coup, imagine, tu as 1 milliard d'univers différents, mais exactement pareil. Bah, juste quand tu fais ton expérience, bah, tu vas avoir la moitié des univers où le photon il est passé par la fente A et la moitié où il est passé par la fente B. Donc là, on s'en Mais fout du coup, des... ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait avoir des fentes C, D, E et F aussi. Bah non. Non. Et s'il y a une C'est-à-dire infinité d'univers, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ok, mais non, du coup. Non, mais, C'est pas ça l'expérience. mais C'est pas ça, ouais. juste si je rends le truc le plus concret, imagine, toi, avant de faire l'expérience de la fente, tu te dis, bah, si c'est le détecteur A qui s'allume, je vais prendre un café au premier étage. Et si Ouais. c'est la fente B qui s'allume, je vais prendre un café au troisième. Ouais. Et tu fais l'expérience, bah, concrètement, t'as splitté l'univers en deux. Et il y en a un où tu es allé prendre un café. Ouais. Et l'autre où tu es allé prendre un café au premier. Et l'autre où tu es allé prendre un café au troisième. Putain, Et donc... J'aurais après, pu faire ça- des choix plus drôles sur mes deux univers. C'est des univers tout pourris, là. Je vais juste prendre un café au premier, au troisième. Non, mais tu peux faire des choix plus drôles. Et, Ouais. et d'ailleurs, ça c'est hyper rigolo. J'ai vu ça. Tu peux télécharger une application qui s'appelle Univers Splitter sur App Store. Et en fait, ce que ça fait, c'est que quand tu lances l'appli, tu as un labo en Suisse. C'est connecté à un labo en Suisse, l'appli. Et ça va envoyer un photon sur des fentes ou sur une lame semi-transparente. Je crois que c'est pareil. Et l'application te dit si c'est le détecteur A ou le détecteur B qui s'est allumé. Et donc, toi, avant de lancer l'application, tu te dis, bah, si c'est le détecteur A qui s'allume, je vais en soirée. Et si c'est le détecteur B qui s'allume, je reste bouquiné chez moi et tout. Et du coup, l'application, elle te permet de créer deux univers différents. Un où tu es allé en soirée et un où tu as bouquiné chez toi, avec toutes les différences qui peuvent en découler. Et donc, bah, Ok. tu peux faire des trucs qui changent complètement ta vie. Genre, tu peux faire, si c'est le détecteur A... je quitte mon taf, je sais pas quoi. Bon, après, tu vas être vénère, mais tu vois, c'est pas mal. Tu peux télécharger Universe Splitter et splitter des univers. Et Mais Georges, il a bugué. Non il a pas. Ouais. Non, ouais, T'as- je comprends pas tout, mais après, je pense qu'il me faut. Ça va prendre du temps et tout. Donc, tu vois. Il faut que je regarde des vidéos YouTube.
Pourtant, ça me paraissait assez straightforward. Donc voilà, bon, Non, en mais fait, j'ai compris que c'est une forme de. Comme tu tosses a coin, tu vois, et genre le photon, c'est comme tu lances une pièce, ta face ou pile. Mais ouais, tu mais vois, ce qui, ouais, mais ce qu'il faut fait. comprendre, c'est que du coup, dans la théorie du multivers, c'est qu'il y a un univers où c'est passé par une fente et un autre où c'est passé par l'autre, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà, Du c'est coup, ça qui est intéressant. Oui, d'accord. Et du coup, ce qui est marrant aussi, c'est que du coup, quand tu fais ton expérience, bah, il y a cette espèce de split de l'univers, mais en fait, les gens sur Mars, ils s'en foutent parce qu'ils s'en foutent de ta fente, en fait. Et donc, en fait, tu vas avoir une espèce de, comment dire, une espèce d'onde sphérique de différenciation qui va partir de ta fente et qui va se propager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière, forcément. Et donc, en gros, bah, les différences entre les deux univers, en fait, elles vont s'estomper en fait, au fur et à mesure avec la distance. Tu vois, les plus grandes différences, ça va être là où toi, tu as pris ton café. Et après, Ouais. après ça s'estompe, quoi. Ça aussi, ça se comprend bien. Ok, donc ce que tu dis, c'est que du coup, ici, donc là, en l'occurrence, c'est à chaque fois, tu crées deux nouveaux univers ou c'est les deux mêmes? Donc à chaque fois, tu C'est-à-dire... splits à chaque Ouais. photon? Ok, Bah, d'accord. en fait, à chaque fois qu'il y a une expérience, en fait, à chaque fois qu'il y a un phénomène quantique, si j'ai bien compris, Tu il y splits. a un split, voilà. Ok. Et donc du coup, on Et sait après, pas. ce split, ouais, pardon. Ouais, bah, ça continue à se splitter à l'infini. Ouais. Voilà. Alors du coup, on sait pas si ça continue à se splitter à l'infini ou juste on a estimé que il pourrait y en avoir un nombre fini et que ça serait 10 puissance 120. Donc c'est juste un nombre Ok, d'accord. qui a pas de sens. Donc le postulat du mec, ouais, c'est ça, c'est de dire à chaque fois qu'il y a une expérience quantique, ça génère une division de l'univers en deux réalités différentes. Je vois qu'il y a un Euh, phénomène quantique, hein, t'es pas obligé d'être dans un labo et machin. Enfin, Voilà, le à phénomène chaque fois quantique, il qu'il y y en a a un tout le temps, phénomène tu vois. Il y en quantique. a tout le temps. Il y en a tout le temps, ouais. Ah ouais, il y en a tout le temps? Ok. Ouais, bah, non, mais d'où le 10 puissance 120, tu vois. D'accord, donc là, pendant notre podcast, il y a eu déjà Oui, il y en a eu genre X, un nombre. Oui, plusieurs milliers d'univers qui ont été créés. enfin, encore, oui, beaucoup plus. Oui. Donc il y en a un où je me mets nu devant la caméra. Voilà, c'est Oui, exactement. oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est la théorie, ouais. Ouais. Et donc je crois que tu sais, quand l'univers il est complètement refroidi, en gros quand il y a plus d'énergie ou je sais pas quoi, quand il y a plus de phénomènes quantiques, en gros c'est que les univers ont fini de se diviser et du coup juste tu te retrouves avec tes 10 puissance 120 univers. Vas-y, Et... ça me vénère. Tout ça, Voilà. Et donc pourquoi on a fait ça? Parce que déjà, enfin, je sais pas, on peut pas parler de David Deutsch sans parler de ça, et je trouve que c'est pas mal, ça donne un peu une idée de quand il parle de portée infinie de la connaissance. Je trouve que quand tu es face à ça, tu te dis, mais en fait, juste, enfin, tu sais, l'univers, en fait, c'est pas juste X, Y, Z et là autour de nous, en fait, c'est juste, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est dans tous les sens, quoi, partout, tu vois, Ouais. et à l'infini. C'est que genre à tout moment, il y a Il y a un Ouais. Putain, mais moi, Donc, c'est. Et donc ça, c'est une des théories qui explique Ouais. l'observation qu'on a faite d'un certain nombre de phénomènes quantiques. Ouais. Et lui, il va être insupportable, il va te dire, oui, c'est une bonne explication. Ouais, il va dire, et il y en a beaucoup d'autres où genre... Moi, ce que j'ai compris, c'est que, alors, je suis pas du tout assez bon pour te les expliquer, mais il y en a genre trop. Enfin, il y avait un mec qui vulgarisait, qui disait, bah oui, il y en a une quinzaine ou je sais pas quoi, mais en vrai, enfin, il y en a que 3 ou 4 qui sont vraiment sérieusement considérés. Et Ok. du coup, le truc du multivers, c'est une des 3 ou 4, d'après ce que j'ai compris. Ok. Après, vous cherchez sur Wikipédia, il y a l'interprétation de Copenhague aussi. Enfin, il y en a d'autres, je les connais pas bien. Ok. Et voilà. Rigolo. Maintenant, on va s'amuser à créer des À créer des multivers. univers. Ok. Bah, de télécharger l'appli et splitter des univers et amusez-vous. Donc là, on va parler assez rapidement, passer assez rapidement sur c'est quoi le système politique, selon lui, qu'il faut mettre en place quand tu veux être une société vraiment dynamique et explorer l'infini. Donc pour ça, il commence par faire une remarque intéressante. Il a dit, en Allemagne, entre 49 et 98, le Parti libéral-démocrate, donc voilà, ces noms de partis n'ont aucun sens, ne reçut jamais plus de 13% des voix. Et pourtant, on remarque que c'est lui qui régnait et qui prenait toutes les décisions en tant que troisième. En s'alliant tantôt avec le premier parti et en s'alliant tantôt avec le troisième. Et en 98, c'est un autre parti qui est arrivé troisième, c'est les Verts, et ils les ont remplacés, et c'est eux qui ont adopté le costume du roi.
Et donc, il dit, bah, il y a un bug dans la politique de l'Allemagne parce qu'en fait, on attribue un pouvoir disproportionné au troisième, tout en se basant sur une prétendue justification morale d'élection proportionnelle. Vous voyez un peu le délire? Mhm. Ouais. Voilà, parce qu'on dit, on dit souvent que le plus moral, c'est la proportionnelle. Lui, il n'est pas Ouais, d'accord. et du coup, vu qu'ils sont obligés de faire des coalitions pour gouverner, le troisième a un pouvoir démesuré. Exactement. Parce qu'il Exactement. arbitre entre les deux premiers qui s'opposent frontalement, et du coup, le troisième, il fait le juge d'arbitre. C'est ça. Et il dit, tu vois, c'est intéressant, il y a un autre problème avec la proportionnelle, selon lui, c'est qu'elle mène au compromis. Alors là encore, ça paraît moralement vertueux, le compromis. Mais en fait, selon lui et selon sa théorie, en fait, c'est nul parce que soit c'est le parti 1 qui a les bonnes explications, soit c'est le parti 2 qui a les bonnes explications. Mais en fait, c'est sûrement pas une sorte de mélange de 1 et 2 qui sont en fait des explications et des solutions que personne ne revendique, en fait, du coup, qui sont les bonnes explications. Il dit les bonnes explications ne sont jamais ou rarement la moyenne entre deux explications contradictoires. Oui, Et en ça, fait, ça m'a mindfuck un peu. Je sais pas si je suis d'accord, hein. ouais, en fait, ce qu'il Ouais. dit, c'est que quand tu as une idée et tu veux tester son fonctionnement et tu veux tester si ta conjecture aboutit à des outputs qui correspondent à ce que tu avais conjecturé, bah, il faut Ouais, qu'on respecte l'épure de ton idée et qu'on l'implémente dans la manière dont tu l'as conçue. Sinon, exactement. on pourra pas accorder une valeur à... En fait, c'est comme quand tu fais un test. Si tu fais un test mal, tu peux pas en tirer de conclusion. Tu vois, tu peux pas dire ce test n'a pas marché, il n'a pas abouti Exactement. au résultat attendu parce que tu as mal implémenté le test, etc. Et en fait, le fait de mixer les idées de deux parties opposées, ça aboutit à une mauvaise implémentation de la conjecture de chacun. Ouais, c'est exactement ça. Et, euh, et du coup, il dit, lui, il est à fond pour un système politique qui satisfait ce qu'on appelle le critère de Popper. Alors, le critère de Popper, c'est quoi? C'est une institution politique qui satisfait le critère de Popper, et c'est ce que tu as dit en fait. C'est une institution politique permettant de déceler aussi facilement que possible lorsqu'un dirigeant met en place une bonne politique ou fait des erreurs. Et c'est un système où tu vas pouvoir abandonner facilement et sans violence celui qui fait des erreurs. Voilà. Et donc évidemment, il dit, Ouais. bah, si tu as ce genre de truc un peu proportionnel avec le troisième qui décide, ou Oui. des espèces de mélange d'explications, en fait, les gens, ils sont pas du tout capables, bah, c'est ce que tu disais, quoi, de voir en Ouais. fait ce qui a marché, Ouais. ce qui a pas marché. Tout le monde va dire, ah, c'est pas moi, c'est l'autre, ça a pas marché parce que c'était un mélange de je sais pas quoi. Voilà. Ouais, c'est marrant parce qu'il décrit un peu le système politique français, quoi. En fait, tu accordes Exactement. une place prépondérante au Ouais. parti gagnant, puisque en plus, tu as présidentielle et législative qui se suivent, donc normalement, c'est le même qui gagne. Ouais. Et en plus, le président a des pouvoirs un peu plus élevés que d'autres régimes parlementaires autour de nous. Ouais. Et du coup, lui, il a le temps, il a 5 ans pour vraiment tester ces trucs et y aller à fond. Mais après, on rejoint notre problématique pour voir s'il a tort ou il a raison, ou si son test a été successful ou pas. Le problème, c'est que tu as la notion de temps et que tu as une élection tous les 5 ans. Et Ouais. du coup, il y a plein de fois où tu testes des trucs et en fait, l'élection arrive avant que tu aies les résultats. Enfin, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça qui m'a fait me poser des questions. Donc en fait, la France respecte un peu son système dans le sens où ça se fait plutôt sans violence. Ouais. Et il y a celui qui a le pouvoir, il est fort, il peut tester ce qu'il veut. Mm. Par contre, il y a la notion de temps enfin, de mesure d'impact et de laisser le temps à la mesure d'impact qui n'est pas bien Ouais, implémentée, quoi. c'est pas bien pris en compte, ouais. Et du coup, ouais, il dit qu'il kiffe le scrutin majoritaire simple parce que ça satisfait le critère de Popper. Et donc, ouais, c'est ce qu'on a en France, c'est marrant. Mm. Et donc, c'est marrant parce que ça fait réfléchir à tous les gens qui disent que c'est plus moral les compromis, que c'est plus moral la proportionnelle ou les choses comme ça. Enfin, ça fait réfléchir, je trouve. Mm. Voilà. Et en quoi c'est le commencement de l'infini? Bah, il dit bah, si tu as un système politique qui satisfait au maximum le critère de Popper, bah, en gros, tu vas pouvoir facilement faire apparaître des nouvelles idées, rejeter facilement les mauvaises idées, et ainsi de suite. Voilà. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, je trouve ça cool, c'est intéressant. Voilà, mais il y a juste l'aspect, bon, je l'ai déjà dit, je vais pas m'auto-sucer, tu vois. Mais il y a le côté. Il faut prendre en compte les limitations de l'être humain, tu vois. Je trouve que dans ce qu'il dit, bon, après, je pense qu'il a dû le dire parce que le bouquin est long et là, on fait un résumé, tu vois. Mais tu vois, genre, pour respecter le critère de Popper, faudrait que l'humain soit quand même
beaucoup moins biaisé et beaucoup plus rationnel et beaucoup moins émotionnel et beaucoup plus long-termiste que ce qu'il ne l'est réellement, tu vois. Et donc je pense que avant de dire, voilà, on est dans une société quand même relativement dynamique, on apprend les uns des autres, les connaissances, elles évoluent, il y a une bataille des idées, etc. Moi, je suis d'accord. Mais il y a quand même plein de limitations inhérentes à l'être humain, tu vois. Le fait qu'on est court-termiste, le fait qu'on est émotionnel, le fait qu'on n'aime pas faire de sacrifices, le fait que le système politique il est tel qu'il est, etc. Qui fait que je ne suis pas capable nécessairement de mettre une pièce sur c'est bon, on a gagné, on est invincible, tu vois. Mais surtout que nous, on a déjà plus ou moins ce système, donc je trouve qu'on est un peu. Enfin, tu vois, on voit bien ce que ça donne en fait. Bah, on voit les limites, Donc, on voit que c'est bien, voilà. tu vois, qu'on a un confort inégalé, etc. Ouais. Mais risque existentiel, mais inégalité. Tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça, je suis passé rapidement dessus, mais c'était sympa. Euh, je veux bien qu'on fasse un autre chapitre aussi avant de finir. C'est parce que là, en fait, on a parlé des bonnes explications pour décrire un peu la science. Mais lui, en fait, il dit qu'en fait, ça marche partout. C'est-à-dire qu'on peut l'étendre à l'art et on peut l'étendre à la morale. Et donc, typiquement, il a tout un chapitre qui s'appelle Pourquoi les fleurs sont belles. Et déjà, voilà. Donc, évidemment, il dit on a toujours perçu l'art comme un processus créatif, mais comme une sorte d'antithèse de la science, parce que c'est irrationnel, aléatoire, inexplicable, alors que la science est considérée comme non créative, justement. Et en fait, lui, il est totalement à l'opposé de ça. Je pense déjà, on a compris, quoi. En gros, déjà, il argumente qu'il faut de la créativité en science, parce que les explications, il faut qu'elles viennent de quelque part, en fait. Que dans l'art, du coup, de la connaissance peut être générée également à l'aide de bonnes explications. Donc, il y a vraiment une analogie, quoi. C'est-à-dire que dans l'art et dans la science, il y a de la créativité et de la connaissance. Et donc, voilà, donc il dit si tu as des problèmes moraux, tu peux générer de bonnes explications, et si tu as des problèmes esthétiques, tu peux générer de bonnes explications. Et donc, c'est quoi un exemple du coup, de bonnes explications concernant l'esthétique? Et donc, c'est justement de se demander mais pourquoi on trouve que les fleurs sont belles, alors que, je sais pas, on trouve qu'une mouche, c'est moche, Pas ouf. que c'est pas ouf. Bah lui, il dit un truc intéressant, il dit que la beauté des fleurs est objective, entre guillemets, parce que les humains les trouvent belles alors qu'elles ont évolué indépendamment de nous. Et en fait, sa conjecture, donc pour le plaisir de Georges, puisqu'il va continuer à conjecturer des trucs sur le darwinisme, il dit que les fleurs ont dû évoluer en tandem avec les insectes, parce qu'il fallait que les insectes les trouvent belles pour qu'ils aient envie de venir les butiner. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que la seule manière, ou alors la manière la plus simple, ou alors largement plus simple de faire ça, c'est-à-dire de franchir le gap de l'espèce, c'est-à-dire de parler à une autre espèce en termes d'esthétique, bah, c'est de faire appel à des critères de beauté universels, en fait. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce qu'il veut dire. C'est pas moi qui ai Ouais, mais moi je suis pas d'accord. Non, mais en gros, genre, après, hein, mais c'est toujours la même chose, c'est qu'on n'a pas les connaissances, du coup, tu vois, je clash sans savoir, tu vois. Mais enfin, tu pourrais dire c'est chimique, quoi. Tu pourrais dire, en fait, les mouches, elles voient rien, c'est juste le pistil, il sort, il émet des phéromones ou il émet des bails que les mouches, elles kiffent et du coup, elles viennent, tu vois. Ouais. Mais du coup. Du coup, ça enlève tout son bail d'esthétique. Donc elle pourrait être chum et juste. Non, mais tu veux dire qu'elles sont belles pour rien? Bah oui, exactement. Ouais, ça, je pense que c'est une dépense d'énergie un peu. Bah tu vois, genre. Tu vois, après, parce que nous, encore une fois, nous, on les trouve belles. Peut-être que les rhinocéros, ils les trouvent chum, tu vois. Et du coup, c'est juste. Mais oui, moi, mais justement, ce qu'il dit, c'est que comme pour pouvoir franchir cette barrière de l'espèce, elles ont probablement utilisé des critères de beauté universels, ce qui fait que en fait, finalement, toutes les espèces les trouvent belles, même si, dont nous, c'est ça. Même si en fait, ça leur sert que pour les insectes, quoi. Ouais. En vrai, elles auraient besoin que seulement les insectes les trouvent belles, mais elles ont du mal à deviner, tu vois. Donc il y a des trucs universels. Elles sont adaptées comme ça, quoi. Parce que ton truc, Georges, du coup, il y a un peu la faille que, en gros, si t'as une fleur, tu vas pas dépenser des calories, du coup, à être belle pour rien, en fait. Oui, mais encore une fois, c'est nous qui la trouverons belle, tu vois. Si ça se trouve, toutes les autres espèces la trouvent chum, tu vois. En gros, moi, j'aimais la conjecture, qui peut-être est fausse, et encore une fois, elle sort de mon cul. Mais moi, j'aimais la conjecture que
la feuille, la fleur, elle s'est formée juste de manière à sortir sa tube. Et juste nous, on trouve ça beau. Et juste nous, on trouve ça beau, mais les insectes, ils s'en branlent et tout le reste des espèces s'en branlent. Juste, il se trouve que nous, on trouve beau. Et du coup, et du coup, la dépense de calories, ça n'a pas été pour être beau, ça a été pour sortir sa tube et émettre une phéromone. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on peut pas répondre à ça que si c'était vraiment ça, elles auraient arrêté d'être belles parce que du coup, vu qu'elles sont belles, nous, on les coupe pour faire des bouquets. Et donc, c'est pas... That's a good point. Ouais, mais après, on les coupe à l'échelle depuis que... Mais non, mais je rigole, je sais bien. Ça marche pas. La biologie, c'est plus lent, quoi. Mais Georges, il a une théorie alternative, du coup, que... Non, mais après, encore une fois, je trouve que la théorie est belle et je pense qu'on a la réponse. Ça. Je pense qu'on sait... Je pense que si on cherche sur Internet... Mais je m'y connais pas assez en sciences des végétaux pour savoir s'il y a vraiment ces histoires de phéromones pour chaque fleur. Et que... C'est ça. Ou si c'est plutôt des critères de beauté. Bon, après, s'il a fait le bouquin, je pense qu'il a dû chercher, tu vois. Mais moi, je pense que si on cherche sur Internet, il doit y avoir une explication scientifique de comment les insectes sont attirés envers les feuilles, quoi. Ouais, ça doit se trouver, je suis d'accord. Enfin bon, bref, du coup, avant que vous le clashiez, ce qu'il dit, c'est que y a une sorte de beauté universelle et objective, comme la beauté des fleurs, qui est en fait comme universelle et objectif, un peu comme les lois de la physique. Mais tu vas aussi avoir ce qu'on appelle une beauté génétique et culturelle, donc propre à une espèce, où typiquement, toi, t'as pas envie de ken une chèvre, hein, tu trouves pas ça beau, mais le bouc, lui, il a envie, tu vois. Et donc, t'as aussi un... Ouais, mais est-ce qu'il a envie parce qu'il trouve ça beau ou juste... Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là tout de suite. Et du coup, évidemment, t'as aussi un aspect de l'esthétique qui est lié à ta propre génétique et à ta culture. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il y a aussi un aspect universel qui est l'aspect que tu utilises quand tu veux communiquer du coup, entre les espèces. Et donc, d'après lui... Oui, vas-y, tu allais dire une connerie. Et genre, Clem, toi, t'es avec Alexa pour... Voilà, il allait dire. Ça se voit parce qu'il fait sa gueule de... Tu penses que c'est une forme d'esthétique universelle ou... bien sûr que c'est une forme d'esthétique. Moi, je suis pas d'accord. Et donc, il dit que des extraterrestres me trouveront beau aussi, d'après lui, puisque j'ai une beauté universelle. Et donc, après, il part un peu en couille, mais il dit pourquoi les êtres humains apprécient-ils la beauté universelle à ce point ? Il dit parce qu'on est des explicateurs universels capables de créer de la connaissance à partir de tout. Et donc, on a un fossé qui sépare deux êtres humains qui pourraient être considérés comme analogues à la taille du fossé qui sépare deux espèces comme les fleurs et les insectes. Donc là, il s'est enflammé, tu vois. Mais j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il dit qu'on est tellement différents entre deux humains que du coup, on apprécie la beauté objective parce que ça nous permet... Ça nous rapproche, quoi. Non, mais deux humains, on est tellement ouf, tu vois, qu'en gros, c'est comme être deux espèces différentes. Parce qu'on est tellement différents. Parce qu'on est des explicateurs universels, que du coup, c'est la folie, tu vois. Voilà. J'ai pas... Non ? Je percute pas, désolé. Georges, t'as compris ? Ouais, vite fait, quoi. En gros, on est tellement complexe et on a tellement des niveaux d'abstraction poussés que la différence entre toi et moi, elle est plus élevée ou aussi élevée qu'entre le bouc et le rhinocéros. Exactement. Ok, et du coup, quel est le rapport c'est pour ça qu'on aime bien on aime bien la beauté objective aussi, en plus de la beauté culturelle et génétique, parce que la beauté objective, ça nous permet de communiquer entre deux humains, oui, c'est ça, ça nous rapproche, voilà. C'est ce que j'ai dit, d'accord, mais tu m'as dit non, Ah pardon. Parce que ça nous rapproche. Moi je dis tout le temps non, en fait, je crois. T'as mansplain. Ouais, j'ai fait du mansplain. Ouais. D'ailleurs, je vais me mettre en mode... Comment ça s'appelle quand tu fais comme ça ? Hein ? Je sais pas. Mais si, tu sais, quand t'es dans le métro et que t'écartes les jambes, c'est quoi ça ? Ah, le manspread. Ouais, manspread. Voilà, d'ailleurs, je suis en train de manspreader pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Voilà, parce qu'il dit, la quantité d'informations dans le cerveau humain est supérieure à la quantité d'informations dans n'importe quel génome. Voilà, d'où le gap entre deux humains. Voilà, donc il dit, ça aussi c'est une sorte de commencement de l'infini, et il dit, l'élégance est souvent un guide vers la vérité. Donc c'est très beau. Ouais, et ça c'est intéressant.
Parce que je pense qu'on peut... Ça peut... Non, mais j'attends de voir si c'est une connerie ou un truc sérieux, en fait. Mais non, mais parce que des Ouais, fois, un truc sérieux, en ok. science, je crois que dans l'histoire, il y a eu des moments où les gens ont adopté une théorie parce qu'elle était plus belle, Ouais, d'accord, ok. tu vois. Ouais. Et en fait, ouais, je pense que ça rejoint Ouais. ça, tu Et vois. sa beauté était un signe Un signe de justesse, d'accord. probablement. Ouais, d'accord. Ok. C'est beau ce que tu dis. T'as vu Il est pendu. Moi, je souscris à cette théorie parce que je la trouve belle. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour l'esthétique. Et je drop juste une phrase sur la morale, parce qu'on va pas en parler, mais c'est vrai qu'avec tous les bouquins qu'on a fait, The Righteous Mind, Moral Landscape, et tout ce qui tourne autour de l'altruisme efficace, là, avec le livre qui s'appelle The Precipice, et les discussions qu'on a eues avec Jérémy Perret et Tom Brie-Chevalier, je pense qu'on voit qu'en termes de morale, on peut avoir des bonnes explications. Hein, Georges, t'as dit que t'as passé je sais pas combien de temps. Il s'appelle comment le site sur lequel que t'as poncé là? Open Philanthropy. Open Philanthropy. Voilà, donc je pense qu'on est tous convaincus qu'en morale, tu peux avoir des explications et tu peux avoir des mauvaises explications, quoi, et des bonnes explications. Donc ça, je pense qu'on n'est pas obligé non plus de trop rester là-dessus. Oui, vous êtes convaincus, pas convaincus? Mais moi, j'ai pas fait les discussions dont vous parlez, donc je suis pas. Je vous crois quand vous me dites qu'on peut être convaincu de ça. Non, mais tu sais, c'est-à-dire Mais que si vous avez un ou deux exemples. Bah, si tu parles de morale, tu peux te dire que, en gros, je sais pas, Si tu peux faire des raisonnements et dire, bah, si le gamin que le gamin qui meurt au Bangladesh, il est aussi important que le gamin qui meurt à côté de toi, ou tu vois, faire des explications, quoi. C'est que la morale n'est pas totalement subjective et que tu peux avoir une forme de discussion Ouais, logique d'accord. ou de débat rationnel autour de concepts moraux. Même si, ultimement, il y a toujours une forme de choix individuel, tu peux quand même faire une construction scientifique autour d'un débat moral, quoi. Ok, je comprends l'analogie avec la beauté et l'esthétique, quoi. Voilà. Putain, Georges, il a tellement bien expliqué. Ah. Et donc là, on va finir avec le chapitre qui est pourquoi on va pas tous mourir, comme on nous l'explique dans Les limites à la croissance, avec le dernier chapitre du livre qui va utiliser tous ces concepts et qui s'appelle Insoutenable. Et donc évidemment, on va parler de l'île de Pâques. Et oui. Oh yeah. Et donc l'île de Pâques qui est souvent donnée en exemple, parce que la théorie la plus populaire sur cette île consiste à dire que les habitants ont coupé tous les arbres et que leur civilisation s'est éteinte, parce qu'ils ont coupé tous les arbres, et que c'est souvent utilisé comme une sorte de métaphore de la planète Terre, parce que si on gère mal les ressources, on va tous mourir. Voilà, Il n'y a plus d'arbres. vous avez tous compris la métaphore. Voilà. Et donc il va citer plusieurs experts et il fait remarquer qu'il y a deux écoles. C'est-à-dire que pour certaines personnes, soit les mecs de l'île de Pâques, ils sont trop forts, les statues elles sont hyper impressionnantes, ils sont méga chauds, ouais, c'est respect. Mais il y a un autre point de vue, pour d'autres experts, c'est de dire que les mecs de l'île de Pâques, c'est un peu des cassos. Pourquoi ils se sont bavarés, pourquoi ils n'ont pas établi un commerce avec les autres, pourquoi ils font toujours les mêmes statues tout le temps, pourquoi ils continuent à faire des statues alors qu'il n'y a plus de bois et qu'il faut du bois pour faire les statues, pour les tirer en dehors de leur volcan là. Et ça consommait beaucoup de bois. Enfin bref, du coup, il y a pas mal de gens qui se disent ils sont quand même pas très fut-fut. Et lui, il est et lui, il est plutôt d'accord avec la deuxième explication. À savoir que c'était un peu des cassos. Et il dit la civilisation de l'île de Pâques était une civilisation statique. Ils ont échoué à faire des progrès dans pratiquement tous les domaines. Et donc, quand ils sont venus à manquer d'arbres, il n'y a personne qui s'est dit venez, on coupe pas tous les arbres. Et juste, ils ont fait plus de statues, en mode, je sais pas, les dieux vont nous sauver, voilà. Et, donc ils ont coupé plus d'arbres. Ils ont coupé plus d'arbres. Et d'ailleurs, c'est connu que je crois que c'est connu que la civilisation s'est éteinte, tu sais, en laissant les outils au niveau du chantier et tout. Et du coup, t'as l'impression juste qu'ils étaient en train de faire des statues jusqu'au dernier moment, quoi. Tu vois. Ouais. C'était là, genre. Ils y croyaient encore. Ouais, c'est ça. Genre, vas-y, on en fait une dernière. On est chaud. C'est et tout. celle-là qui va. Voilà. Et donc, ouais, donc voilà, lui, il est pas convaincu qu'ils étaient stylés. Il pense que c'était... Mais du coup, ceux qui pensent qu'ils étaient stylés, genre, et comment ils expliquent qu'ils se soient éteints? Bonne question. Okay. Je sais pas, il paraît qu'il y a un documentaire sur Arte qui explique que j'ai pas vu, mais à chaque fois que je dis que je parle avec des gens et que je dis oui, ils ont juste coupé tous les arbres et ils sont morts,
Il y a toujours des gens qui hochent la tête, qui ont vu le documentaire de Arte et qui font c'est pas du tout ça. Mais du coup, je n'ai pas vu ce T'as documentaire. pas regardé. Voilà. Vous le regarderez, vous me direz, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc il va être provoque, David Deutsch. Il dit que, au contraire, être une société dynamique, c'est être une société non soutenable par définition, parce que en fait, quand tu es dynamique, tu fais apparaître de nouveaux problèmes et tu les résous. Alors que être une société statique, c'est être une société soutenable, justement dans le sens où tu fais rien, tu prends pas de risque, tu dépenses rien, et il se passe rien. Donc là, il est un peu provoque sur le vocabulaire. Je sais pas si vous voyez le truc, le bout par lequel il prend le truc. Oui. Voilà. Donc voilà, une société statique, dès qu'elle rencontre un problème, elle s'éteint, c'est fini. Et donc en fait, évidemment, du coup, une société statique, c'est pas soutenable en fait. Enfin, c'était un peu le... Voilà. On a compris que c'est rigolo. D'où la provoque. Voilà. Alors qu'une société dynamique, qu'on appelle insoutenable, hein, nous on dit que notre société elle est insoutenable. Oui, elle est insoutenable en fait. C'est-à-dire que tu vas guérir les maladies, il y aura plus de personnes. Pour le travail, il faudra moins de monde, il va falloir trouver des nouvelles solutions. Tu vas dépenser des ressources. Voilà. Donc à chaque fois, tu es confronté à un nouveau problème et tu le résous, et ainsi de suite. Voilà, il dit tous les triomphes sont passagers, seul le progrès est soutenable. Voilà. Donc en gros, il dit que le type de progrès appliqué à la résolution des problèmes au sens des Lumières est soutenable indéfiniment. Est-ce que ça vous va comme petite tirade et comme clash Mais de du coup, civilisation de par rapport aux exemples de sociétés dynamiques qui se sont éteintes là, les mini-lumières, parce que donc du coup c'est quand même possible quand t'es bien sûr une société dynamique de mourir. De mourir. Il dit attention, croire que les problèmes vont toujours être résolus à temps pour éviter la catastrophe est également fallacieux. Hein. En plus de tout ce qu'il dit, il faut quand même garder ça en tête. Voilà, Athènes, qui était une société dynamique, s'est faite dégommer par Sparte, et puis c'était au revoir Athènes, et puis voilà quoi. Donc on va donner des petits exemples, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que il n'est pas forcément en opposition avec les limites à la croissance, ou les Jean Covici, ou les Philippe Biouy. C'est juste un peu une autre manière de voir le truc. Ouais, non, mais moi je suis assez d'accord. Pas... Enfin, tu vois, la théorie se tient. Je pense qu'ils disent que c'est qu'en théorie, ça pourrait être infini. Ouais. Parce que, en fait, pour moi, c'est du darwinisme des idées, quoi. Juste, les idées se battent, et celles qui sont les plus stylées survivent, quoi. Ouais. Mais c'est juste que parfois, tu as des notions de temporalité et ou des événements exogènes, type, je sais pas, météorite qui nous tombe dessus. C'est ça, ouais. Mais oui, effectivement, en théorie, si tu t'améliores en continu, dès que tu vois un problème, si tu as le temps de tu peux avoir le temps de le résoudre, et du coup, tu peux survivre ad vitam, quoi. Mais oui, enfin, moi je suis d'accord avec, en tout cas, le fait de dire une société qui est statique ou qui n'est pas auto-apprenante, ou qui ne sait pas faire sa critique ou modifier son corpus idéologique, oui, elle est vouée à l'échec, quoi. C'est ça. Et il y a des petites anecdotes, je trouvais qu'elles étaient intéressantes. C'est-à-dire qu'il dit qu'en 71, il avait assisté à une conférence d'un certain Paul Ehrlich, qui était intitulée, donc c'est en 71, Population, ressources et environnement. Et en gros, le mec avait un peu le même discours que ce qu'on peut entendre aujourd'hui, à peu de choses près. C'est-à-dire que y a une mauvaise gestion des ressources, il y a trop de pollution, tout le monde va mourir, on peut plus rien faire pour éviter ça. Et je caricature, je fais exprès, mais en gros, c'était la thèse des limites à la croissance. Et il se souvient qu'une étudiante, pendant le discours, avait demandé que se passerait-il si on arrive à résoudre un problème que le gars avait évoqué dans sa conf. Et le gars avait répondu mais comment on pourrait le résoudre? Et même si on y arrivait, il y aurait ensuite un autre problème qui arriverait. Et là, David Deutsch, il dit j'ai cessé de m'inquiéter parce que, en gros, quel soulagement d'entendre que le conférencier disait en fait concrètement si on cesse de résoudre les problèmes, on va mourir. Oui, ok, on va pas faire ça. Donc, je trouve ça sympa. Et
Et il y en avait un autre, je pense qu'on a déjà parlé de ce truc-là dans le Oui, livre. Avec, et ouais, vas-y. aussi, après, ce qu'il évoque pas aussi, c'est les conditions de la résolution du problème. Enfin, après, encore une fois, c'est pas l'objet de son bouquin, il peut pas traiter de 10 000 problématiques, tu vois. Mhm. Mais, Mais tu tu veux vois, dire quoi? par exemple, tu vois, le truc du réchauffement climatique, en fait, le problème se résoudra de fait, mais soit il se résoudra dans d'atroces souffrances avec la moitié de l'humanité qui crève, soit il se résoudra parce qu'on a réussi à s'adapter, tu vois. Donc il y a aussi Ouais. voilà, Mm. la manière dont on a Oui. réussi à résoudre le problème, tu vois. Bah, il en parle du réchauffement climatique et c'est assez intéressant parce que ça nuance le Et, propos. Ouais, vas-y, tu ouais. veux dire? Ouais, donc tu vois, il y a ce côté de réchauffement climatique pour, pour, euh, pour exemplifier l'aspect, les conditions de résolution du problème peuvent être moralement difficiles pour l'espèce humaine, tu vois. Mhm. Mais il y a aussi ce que Jérémy évoquait et ce que Toby Ord évoquait dans son bouquin sur l'intelligence artificielle. Tu as Mhm. des notions de tipping point, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que quand tu es face à un problème, quand tu es une civilisation dynamique, tu constates le problème et tu travailles pour le résoudre et après tu implémentes une solution. Donc Mhm. c'est 3 étapes, mais ces 3 étapes réclament du temps. Et si tu fais face à un risque existentiel extrêmement soudain de type Ouais. intelligence artificielle non alignée ou épidémie qui tue tout le monde en un an, tu vois, Mhm. et ben dans ce cas-là, tu n'as pas le temps de résoudre le problème, etc. Donc, tu vois, moi, je trouve ça bien que ce bouquin valorise le combat des idées et même il a des concepts qui sont intéressants et qui me paraissent judicieux, tu vois. Mais je trouve ça un peu trop optimiste. Enfin, son propos retranscrit une forme d'optimisme un peu débridé, tu vois. Et alors que Mhm. pour moi, justement, on est en train de se rendre compte que tu as plein de cas où ça peut failer, quoi. Il faut un Ouais. alignement des astres parfait dans son bail, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et il rajoute un élément de vocabulaire. Du coup, il dit, tu peux, enfin, c'est-à-dire, il dit, ouais, c'est bien que tu aies utilisé ce mot-là. Il dit les optimistes dont il fait partie, du coup, il se met dedans, disent que la non-soutenabilité est une maladie qu'on va guérir avec la connaissance. Donc ça, il dit c'est les optimistes. Les pessimistes, c'est ceux qui disent que dépenser les ressources, c'est une maladie qu'on va guérir par la soutenabilité. Ça, c'est intéressant. Mais pour aller dans ton sens, il rajoute une autre définition. Il dit, c'est quoi l'optimisme aveugle? C'est d'agir comme si rien de néfaste n'arrivera. Et pessimisme aveugle, c'est éviter tout ce qui n'est pas à coup sûr inoffensif, une sorte de principe de précaution. Donc tu vois, il prend des pincettes quand même sur les trucs. Il dit, tu vois, c'est bien d'être optimiste, mais enfin, faut quand même se sortir les doigts, quoi. Enfin, en fait, sinon, il va rien se passer. Euh, et d'ailleurs, sur le climat, il dit que, tu vois, il dit si ça s'était produit en 1900, le réchauffement climatique, bah, on aurait été dans la merde, on aurait été comme Athènes avec Sparte qui s'est éteinte parce que euh, voilà, on n'avait pas des physiciens du climat de ce niveau-là, on n'avait pas des super ordinateurs, donc pour lui, on n'avait pas les armes quoi, en 1900 typiquement. Tu vois, donc pour Mm. le coup, c'est juste de la chance là. Enfin, on ne sait pas si on va s'en sortir, mais en tout cas en 1900, c'est sûr que ça l'aurait pas fait. Et, euh, et c'est marrant, là si on repart sur le fait que le réchauffement climatique, du coup, c'est plutôt à notre époque. Tu vois, il dit si en 1900 on avait voulu extrapoler les émissions de CO2, en fait on se serait trompé. Parce qu'en fait, on a inventé le nucléaire d'ici depuis. Et il faut savoir qu'en 1900 on connaissait même pas la radioactivité en fait. C'est-à-dire que Mm. tu pouvais même pas imaginer ne serait-ce que un tout petit peu le nucléaire. Donc on n'aurait pas du tout pu prévoir les émissions de CO2. Et en plus, encore plus fort, c'est-à-dire que si on avait pu prévoir le nucléaire, on n'aurait pas pu estimer les émissions parce qu'on n'aurait pas pu prévoir qu'il y allait avoir une opposition au nucléaire. Du coup, il dit ironiquement pour Mm. des raisons environnementales. Donc c'est assez intéressant ce qu'il dit. Et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, du coup, ça me fait réfléchir. Je me dis, mais est-ce qu'en fait, le nucléaire, c'est pas justement je sais pas, là où on s'est trompé et on a été trop pessimiste, à vouloir trop appliquer le principe de précaution. Parce Mm. que peut-être que si on s'était vraiment lancé là-dedans, on aurait ça serait la folie, on aurait des trucs de génération 5 qui font des trucs Mm. qu'on peut même pas imaginer. Et en fait, est-ce qu'on s'est pas un peu trop restreint et du coup maintenant juste bah on n'a rien fait en fait et juste tombé dans la merde. Du coup, le truc du pessimisme aveugle, quoi.
Par principe de Bah, nous, précaution. là, il dit, ouais, par principe qu'on de a fait précaution, ça, on a quoi. été trop pessimiste. Peut-être que là-dessus, on s'est peut-être trompé, tu vois. Ça, tu vois, Bah, mais ça me fait penser à ça, quoi. En tout cas, ce qui... mm, Ouais, bah oui, ça peut être un exemple de ça et ça peut être un exemple de court-termisme aussi, quoi. De dire juste les hydrocarbures c'était moins cher. On n'avait pas perçu que ça avait un coût pour l'environnement et que ça allait nous ken dans 100 ans. Et juste du coup, c'était beaucoup plus rentable de faire du bon char, du pétrole ou du gaz que de construire des centrales. Tu vois. Mm. Bon, c'est un autre truc possible. Ouais. Mais tu vois, Tu vois, ouais, du coup... parce qu'il y a quand même des trucs d'intérêt économique, etc. Genre, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'on n'internalise pas les externalités ou les, enfin, Oui, je vois ce que tu on veux dire. n'internalise pas la pollution dans le prix, en fait, les hydrocarbures, c'est vachement rentable, tu vois. Ouais. Jusqu'à très récemment, où là, on est dans des gisements un peu alternatifs, tu vois. Mais enfin, les Saoudiens, tu vois, ils sont pas mal. Oui, Ouais. non, mais c'est vrai que des fois, je me pose la question. Parce que là, toi, ce que tu dis, c'est que même si le nucléaire, ça avait été accepté, on n'est pas sûr qu'on aurait des trucs de fou Exactement. aujourd'hui. oui, Après, parce c'est qu'il y ça. a pour des raisons économiques. Ouais. Ouais. C'est Mais ça, vrai que je sais pas, tu vois, mais j'imagine que même si, imaginons que ça a eu zéro risque, bah après Ouais. peut-être ça aurait été moins cher s'il y avait eu zéro risque parce qu'il y aurait eu moins de mesures, tu vois, bref. Ouais, mais du coup, je me demande C'est ça. pourquoi. Ouais. Tu vois, des fois, je me demande pourquoi les Chinois, parce que les Chinois, ils s'en branlent, tu vois. Donc pourquoi les Chinois, juste, ils ont pas poncé le truc, tu vois. Donc, enfin, je sais pas, je me pose des questions des fois. Mais... Le nucléaire, tu veux dire, ou le... Ouais, ouais. Bah, juste parce qu'ils ont la base de bons chars, tu vois. Ok, non, mais ok. Du coup, ça rejoint ce que tu dis, quoi, en fait. Ouais, bah, mais après, Ouais. justement, aujourd'hui, ils se mettent au nucléaire parce qu'ils commencent à subir. Tu vois. Ah, c'est un peu. Euh, on peut finir avec le truc vachement connu, tu sais, où apparemment, pour faire les télés cathodiques couleurs, il fallait un élément qui s'appelle l'europium. Et il y avait pas mal de gens qui expliquaient que bah, c'est de la consommation ostentatoire d'avoir des télés en couleur parce que ça apporte rien par rapport au noir et blanc, qu'il n'y a pas beaucoup d'europium, que le monde allait se finir avec les riches qui ont des télés couleurs et qui accaparent les dernières ressources d'europium et les pauvres avec les télés en noir et blanc. Et au final, en gros, il s'est passé quoi? Bah, au final, d'une part, aujourd'hui, on a des écrans à cristaux liquides et juste on en a plein et ça utilise pas d'europium. Et en plus, on a trouvé assez d'europium pour que chaque personne sur Terre ait 12 télés cathodiques. Et en fait, c'est assez intéressant ce qu'il dit, c'est que je vais essayer de vous faire comprendre ce dernier point là avant qu'on arrête. C'est que en fait, quand tu discutes avec le gars là qui te parle d'europium, en fait, il te dit, bah, on a déjà bien de la chance qu'il y ait un élément qui existe dans le tableau périodique qui permette, avec les transitions énergétiques qu'il a, de faire du rouge. Et que du coup, bah, déjà, il n'y a aucune raison qu'il ait existé, et il n'y a aucune raison qu'il y en a un autre, et il n'y a aucune raison que ça soit possible de faire sans. Et en fait, ça, c'est une sorte de biais cognitif qui est que, en fait, quand tu as une solution technique, quand tu as trouvé une solution technique, bah, évidemment, si tu enlèves un élément de cette solution technique, bah, du coup, la solution technique, elle marche plus, en fait, par définition, en fait. Ouais. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'il y a d'autres solutions, en fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions. Enfin, Pour c'est ce qu'on voit. même Voilà. problème. Voilà, c'est-à-dire que juste, on a fait des écrans couleur sans europium. Mais le problème, c'est que quand tu n'as pas cette connaissance de l'écran à cristaux liquides, bah, tu te fais embarquer dans ce raisonnement de bah ouais, on a de la chance d'avoir de l'europium, il n'y a que ça qui marche, machin. Et donc, c'est un peu une sorte de biais cognitif, et vous pouvez vous remettre aussi en 1900 en vous disant bah ouais, les gens, juste, ils avaient aucune idée que le nucléaire, ça pouvait exister. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, il cite un gars qui s'appelle Albert Michelson, qui disait en 1894 les lois et faits majeurs qui fondent la physique ont tous été découverts, et ils sont aujourd'hui si fermement établis que la possibilité qu'ils soient remis en question par de nouvelles découvertes est extrêmement faible. 1894, donc voilà, avant la relativité, avant la quantique, tout ça. C'est quand même rigolo, quoi. Ouais, Vous c'est voyez, connu ce truc. vous voyez ce truc en gros, tant que tu connais pas le truc, bah t'as cette espèce de biais de juste te dire bah en fait il y a rien devant, en fait. Ouais, ouais, en gros, l'innovation est imprévisible, quoi. Mais ça rejoint le côté
Tu sais, ce dont parlait Jérémy avec la boule noire là, sur les risques existentiels. Enfin, moi, je lâche pas l'affaire avec les risques existentiels. Mais, non, tu sais, il disait genre voilà, tu as des innovations, et effectivement, toutes les innovations qui ont eu lieu les 200 dernières années, personne n'a pu les anticiper, parce qu'il y a il y a des innovations incrémentales, mais il y a beaucoup d'innovations non incrémentales. Ouais, c'est ça. Et donc, ou même des trucs dont tu peux pas du tout imaginer les applications concrètes. Et donc, ce qu'il dit, à chaque fois qu'on innove, on tire une boule blanche, enfin, on tire une boule, et, euh, et là, on a tiré que des boules blanches dans le sens où on a eu aucune innovation qui est capable de provoquer la destruction de l'humanité ou qui est facilement accessible à tout le monde. Tu vois. Et il dit le jour où on crée une innovation de ce type, de genre un truc facile à faire, genre bombe nucléaire, qui est facile à faire et qui est très néfaste, bah, du coup, c'est la boule noire et t'es niqué. Bon, bref, ça rejoint ce truc de l'innovation. En fait, c'est imprévisible, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, ouais, tu voulais dire un truc? Mais du coup, en fait, je trouve que c'est un peu compliqué parce que donc, quand il dit ça, que finalement, voilà, ces innovations, c'est imprévisible, bah voilà, t'as envie d'être optimiste. Je sais pas quel type d'optimisme il disait là, où tu te dis, bah ça va aller quoi. On va trouver, on n'a pas encore trouvé le truc qui. Ouais. Et après, t'écoutes d'autres discours. Mais c'est pas ça qu'il dit justement. Bah, c'est ouais, ça c'est le truc qui est c'est un faut peu comprendre. subtil quoi. Ouais, c'est subtil. C'est-à-dire qu'il dit que de toute façon, la seule manière de pas s'éteindre, c'est d'être une société dynamique, Ouais, donc on a raison de d'utiliser les ressources continuer et d'essayer de résoudre des nouveaux problèmes. Mhm. Sauf que ça te garantit pas du tout que tu vas survivre. Par contre, si tu es une société statique, là, ça te garantit que tu vas pas survivre, pour le coup. Mhm. Parce que, par définition, au moins de nouveaux problèmes, tu vois. Donc c'est un peu subtil quand même. C'est quand même... C'est ça, il faut pas se laisser embarquer. Non. Et tu vois, même il dit trop d'optimisme. que temporiser, que machin, tout ça, c'est des bonnes stratégies hein, parfois. Donc c'est pas vraiment un argumentaire contre les limites à la croissance. C'est plus, on voit un peu l'autre côté de la pièce, quoi. Oui, c'est... Ouais. Je termine avec une petite citation de Xénophon que le mec drop discrètement dans le livre. On peut finir avec ça. Donc, c'est un philosophe athénien pendant les mini-lumières. Je connaissais pas ce mec. Donc Xénophon, il dit quoi? Il dit « Les dieux ne nous ont pas révélé toutes choses dès le commencement, mais avec le temps, les cherchant, nous les trouverons et apprendrons à mieux les connaître. » Voilà. Commencement de l'infini de David Deutsch, frère de Laurent Deutsch. C'est pas le frère de Laurent Deutsch. Voilà, vous en avez pensé quoi? Est-ce que ça défend bien son petit bout de steak là sur la science en général, l'innovation, tout ça. Ouais, bah, c'est un peu plus général que ça. Ouais, j'avoue, il s'est lâché sur certains trucs. Ouais. Non, mais c'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais, Georges, cool. toi, t'es... Moi, je suis un peu mitigé. J'ai pas été transcendé. Mais c'est le multivers que t'as... Ça t'a cassé. Non, mais après, il y a des trucs d'affinité personnelle que en fait, j'ai pas eu des trucs où j'étais là, waouh, c'est vraiment... À part le multivers, où là, c'est vraiment mindfuck. Je trouve qu'il y a un peu de... À mon sens, il enfonce un peu des portes ouvertes, mais voilà. Ouais, je suis peut-être sévère, tu vois. Ouais, bah en tout cas c'était intéressant et ouais, mais il a le mérite d'être original quand même. Pour avoir lu son truc quand même et pour avoir essayé de comprendre, il a quand même le mérite d'avoir des délires propres à lui. Donc et toi, ça t'a plu, genre t'as kiffé et tout par rapport aux autres bouquins? Oui et non, parce qu'en fait, au début, tu commences et il fait que de te balancer des définitions et de t'expliquer, alors la créativité, c'est ça, le machin, c'est ça, nanana, ça, c'est faux, l'inductivisme, c'est faux, quand tu fais des expériences, c'est faux, machin, et il fait que clasher les gens, et en fait, t'es là, genre, ok, mais c'est quoi où on va, en fait? Quel est ton propos? Ok, ouais, on fait quoi? Et en fait, une fois que tu as passé ça et qu'ils commencent à réutiliser les trucs et à commencer à les assembler et à commencer à sortir des trucs de fou, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, juste une petite remarque, c'est que moi, en fait, j'ai fait un peu, là, dans la fiche de lecture, j'ai fait le truc un peu à l'envers, du coup. C'est-à-dire que j'ai commencé un peu par... j'ai réorganisé son truc parce que
vous m'auriez détesté quoi si je vous avais fait. Alors l'inductivisme, c'est faux parce que machin. Vous m'auriez détesté quoi. Voilà. donc ouais, c'était quand même assez cool. On s'arrête là. Yes. Ça marche, bah, merci. Allez. Salut. Ciao. Hop. Eh oui.